Bonjour à toutes et à tous. Merci tout d'abord d'avoir répondu si nombreux à notre invitation, puisque vous le voyez, on est plus de 300 connectés ce matin. Donc les rencontres extra DSN de la fonction publique sont organisées dans toutes les régions françaises, en partenariat avec le GIP Modernisation des données sociales et les comités régionaux Net Entreprise. L'objectif de ces rencontres, qui sont au nombre de 3 cette année, sont donc de sensibiliser et de guider les organismes publics dans la DSN avant le 1er janvier 2022, qui est donc l'échéance qui est fixée par la loi. Donc sont présents ce matin à cette première rencontre Didier Kuhn, qui est responsable animation réseau du GIP Modernisation des données sociales. Sont présents Daniel Géraud, qui est responsable de département à l'URSSAF Île-de-France, et nous rejoindra tout à l'heure Axel Patrick, qui est directrice régionale du recouvrement à l'URSSAF Île-de-France. Et pour la CEPAM des Yvelines, qui représente l'assurance maladie, sont présents Sébastien Pelletier, qui est délégué employeur à la CEPAM des Yvelines, et moi-même qui suis directeur adjoint de la CEPAM des Yvelines. Donc la rencontre d'aujourd'hui sera animée plus particulièrement par Didier Kuhn, qui est responsable de l'animation réseau du GIP MDS, et sera découpé en 3 temps. Un premier temps qui va être consacré à pourquoi la DSN et quels sont les objectifs portés par la DSN. Ensuite, nous découvrirons dans un deuxième temps ensemble les principales fonctionnalités de la DSN. Puis dans une troisième partie qui sera appelée la DSN et moi, elle portera plus sur des conseils pratiques et sur le calendrier qui doit nous amener jusqu'à l'échéance du 1er janvier 2022. Ce webinaire terminera au maximum à midi, comme ça avait été annoncé. Et suivront dans les prochains mois 2 autres rencontres qui vous seront également proposées. Une rencontre lors de la deuxième quinzaine de mai qui portera sur des cas pratiques pour vous, dans lequel on rentrera vraiment dans des cas concrets de la DSN. Et puis une troisième rencontre qui sera organisée au mois de septembre et qui visera en fait à répondre aux questions les plus urgentes, puisqu'on sera à ce moment-là dans la dernière ligne droite avant le passage en DSN. Donc Didier Kuhn vous l'indiquera, je crois, tout à l'heure, mais vous pouvez poser en direct vos questions. On tâchera en fait d'y répondre aussi en direct lorsque c'est possible. Et puis on a réservé aussi entre chacune des 3 parties un temps en fait dédié aux questions-réponses. Donc on essaiera aussi de répondre à vos questions à ce moment-là. Si on ne peut pas répondre à toutes les questions, sachez qu'il y a une foire aux questions avec les questions et les réponses qui sera disponible sur le site de Net Entreprise et qui comprendra en fait l'ensemble des questions et des réponses qui ont été posées lors de l'ensemble des rencontres extra de toutes les régions. Donc là, vous pouvez d'ores et déjà trouver sur le site Net Entreprise une foire aux questions qui reprend l'ensemble des questions et des réponses qui ont été faites aux organismes qui sont rentrés dans la DSN avant le 1er janvier 2021. Et donc là, on l'enrichira en fait avec les questions et les réponses qui vont être posées dans le cadre de ces rencontres 2021. Enfin, un mot pour vous dire que ce webinaire en fait est enregistré et vous pouvez retrouver aussi sur le site Net Entreprise en fait l'enregistrement du webinaire, ce qui vous permettra en fait de revenir sur certains points s'ils sont allés trop vite pour vous. Donc voilà, donc j'espère que ce format en fait vous conviendra. Et puis je vous dis tout à l'heure et je laisse la main à Didier Kuhn qui va vous présenter pourquoi la DSN. Bonjour, bonjour à tous et à toutes et à tous. Merci Monsieur Compin pour cette introduction. Première réponse, oui, effectivement, vous avez en dessous la petite cloche qui apparaît à droite de votre écran, la possibilité dans un petit nuage, sur un petit nuage, en cliquant sur le petit nuage, de télécharger le support. Si ça n'est pas possible, ne vous inquiétez pas. Dès la fin de ce webinaire qui va être enregistré, on met à votre disposition un replay
auquel vous pouvez accéder par ce même lien par lequel vous êtes venu aujourd'hui. Et là, à ce moment-là, vous pourrez télécharger le support. Et au cas où, comme disait Monsieur Compin, il sera disponible sur le site Net Entreprise dans la partie comités régionaux. Donc, vous n'avez pas trop d'inquiétude à avoir sur le fait d'avoir le support, qui va être d'autant plus intéressant pour vous que cet élément sera avec des liens qui vont vous donner accès aux fiches consignes ou aux différentes parties de DSN Info. Donc, je vais couper la caméra pour libérer un maximum de bandes passantes pour que le son soit le plus agréable pour vous tous. Et puis, on va se retrouver régulièrement pour des sessions de questions-réponses avec mes collègues. Et on va donc démarrer cette présentation en essayant de répondre à 3 questions. Et la première, effectivement, c'est pourquoi la DSN ? Alors la DSN, ça n'a pas été pensé par quelqu'un tout seul dans son coin, c'est en réalité les suites de quelque chose que vous avez peut-être vu vous-même déjà en 2011, qui s'appelait les Assises de la simplification, où le législateur avait interrogé l'ensemble des employeurs en disant écoutez, comment est-ce qu'on fait pour vous simplifier la vie ? Beaucoup présentent des difficultés, font part de questionnements et d'angoisses. Quelle est la partie que l'on peut gérer ? À la suite de ces assises, on a eu effectivement la mise en place de la loi du 22 mars 2012, en réalité qui est la loi qu'on appelle la loi Warsmann, et qui porte sur la simplification du droit et l'allègement des démarches administratives. Cette loi, elle s'est basée sur un principe de base, le principe de base que tout le monde avait retenu, qui était le « dites-le nous une fois ». Alors, dites-le nous une fois, ça veut dire que quand un employeur a transmis une donnée relative à des éléments de la paye qu'il a déjà transmis, soit à un organisme, soit à une administration, les autres ne doivent pas lui redemander, mais doivent avoir accès à ces données. Donc, normalement, le but était effectivement d'obtenir un allègement pour les employeurs et puis aussi une amélioration globale de la gestion des droits sociaux, ce qui, sous ce vocable un peu pompeux et qui pourrait paraître un peu de la langue de bois, en réalité, ça se concrétise par plusieurs éléments. Le premier, c'était la mise en place d'une transmission dématérialisée des données mensuelles dans un flux unique et sécurisé. Tous ces éléments-là, effectivement, donne la possibilité d'avoir autre chose que des transferts de papier, des déclarations à remplir, des échanges par courrier ou des échanges même par mail, puisque là, on est sur un flux. C'est par définition le prolongement naturel de ce qui figure sur le bulletin de la paye. Donc, la DSN, en réalité, effectivement, ce sera la dernière démarche de la paye, c'est le dernier acte de la paye. Ça doit emporter des allègements. Et dans certains cas, on va le voir plus tard, la suppression de certaines démarches. On a effectivement plusieurs problèmes qui se posent. Et puis, on calcule les droits, on calcule les cotisations avec les données les plus fiables possibles, donc de façon à avoir réellement, être au plus près réellement de la réalité de ce qui se passe. Et donc, ça enclenche, puisqu'on est dématérialisé et qu'on est en flux direct, ça entraîne effectivement un calcul beaucoup plus rapide des droits et des prestations. En même temps, donc c'est effectivement une mesure portée par les pouvoirs publics. Le fameux principe du « dites-le nous une fois », ça implique d'avoir un contact dématérialisé, donc de travailler avec de la dématérialisation. Simplifier, en bon français, on estime que la simplification, c'est faire moins. En réalité, non, c'est pas faire moins, c'est faire autrement. Et donc, vous allez voir effectivement comment on part sur ce principe de faire autrement. De toute façon, puisqu'on limite le nombre d'interventions humaines et le nombre de transferts de données, on sécurise et on a une mise à jour qui est beaucoup plus rapide des droits à prestations. Et je vous rappelle qu'un des grands chantiers des gouvernements précédents et de celui qui est en place aujourd'hui sont de réduire au maximum ce qu'on a appelé pendant un moment le non-recours, le principe du non-recours, c'est-à-dire des gens qui ont des droits, qui l'ignorent et qui ne savent pas comment agir et qui ne savent pas comment le mettre. On a effectivement des données qui, du coup, sont fiabilisées et par là même mieux maîtrisées. Et ça va entraîner, alors pas au niveau du paramétrage, parce que bien évidemment, vous allez tout de suite me faire la remarque, au niveau du paramétrage, on est sur une charge de travail qui est différente de ce qu'on a d'habitude, mais à terme,
le fait de remplacer toute une série d'échéances, toute une série de déclarations par effectivement un flux mensualisé issu de la paye, donc qui est fait en même temps que la paye, la charge de travail doit être diminuée et elle va être lissée dans le temps. Ça, c'était l'objectif. On peut aujourd'hui, avec le recul que l'on a sur la mise en place de la DSN dans le régime général, donc dans le secteur privé et dans les premiers établissements publics, on sait que ces objectifs sont atteints et que, passé le temps du paramétrage, toutes les annonces qui sont faites aujourd'hui, effectivement, peuvent se prémunir. La généralisation de la DSN qui va toucher tous les individus de leur premier jour d'activité jusqu'à leur dernier jour de vie. Cette généralisation s'achève en janvier 2022. C'est pas un choix, c'est pas quelque chose qui est aléatoire, c'est quelque chose qui a été fixé. C'est une échéance qui est fixée dans la loi ESSOC de 2018 et qui dit que au 1er janvier 2022, pour tous les salariés, le transfert d'informations doit se faire de manière dématérialisée par la déclaration sociale nominative ou, dans les cas précis, par les portails uniques. Par exemple, le TAISE continue à exister, le GUSO pour les intermittents du spectacle, pour les employeurs dont ce n'est pas l'activité principale, vont continuer à exister. Ils vont commencer à effectivement migrer, non pas vers la déclaration sociale nominative, mais vers la norme NEODES, qui est le système d'écriture qui est derrière la déclaration, vers la déclaration sociale nominative, de façon à ce que les données, quel que soit le point d'entrée, soient lisibles par tous et que le chaînage soit assuré tout au long de la période d'activité. C'est en réalité donc un énorme chantier de modernisation de la délivrance des prestations sociales, parce que bien évidemment, tout ce qui transite par la déclaration sociale nominative, ces données, ça sert à l'examen des demandes de prestations sociales. On a le cas, par exemple, de l'aide personnalisée au logement et puis d'autres qui vont arriver. Ce sont des données qui sont contemporaines. On est vraiment sur une période de M+1, donc le mois qui suit la paye, les données sont transmises et donc sont enregistrées au sein du système DSN et sont donc utilisables par ceux qui en ont légitimement accès. Ce n'est pas des données qui sont mises à disposition de tout le monde et à tout vent, c'est extrêmement sécurisé. Et ça sert donc, ce que je vous disais, au calcul des aides au logement, et puis ça va être généralisé avec d'autres prestations sociales. Le pendant de ce transfert de données, c'est qu'elles sont restituées aux usagers sur le portail mesdroitssociaux.gouv. Alors j'imagine que beaucoup d'entre vous, pour ne pas dire la majorité d'entre vous, ont déjà accédé à ce portail mesdroitssociaux.gouv. Je vous invite à le faire si vous ne l'avez pas encore fait, parce que ça vous donne une image, une copie de l'ensemble des données qui ont transité de façon dématérialisée et qui vous concernent. Alors, vous n'accédez pas aux données de tout le monde, vous n'accédez qu'aux vôtres. Même nous, on n'a pas accès à vos données sur mesdroitssociaux.gouv. C'est un accès sécurisé exclusivement réservé à chacun d'entre nous, donc à chacun des individus. Et puis, la déclaration sociale nominative a permis la mise en place du prélèvement à la source, dont on a entendu beaucoup de choses, beaucoup de craintes, beaucoup d'angoisses, et qui finalement s'est installé et mis en place de façon, on va dire, la plus pas douce, mais la plus transparente possible. Et du coup, on est un peu dans ce système de responsabilité qui vont le faire. Mais le système DSN, c'est un écosystème qui est en constante évolution. Aujourd'hui, on a une série de déclarations et de procédures administratives qui sont remplacées et qui vont être effectivement petit à petit intégrées. Et là, d'ores et déjà, on sait que vont intégrer la déclaration sociale nominative, la DOETH, la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés. Alors, cette année pour le secteur privé, en 2023, pour la déclaration et le calcul des effectifs pour le secteur public, c'est-à-dire pour vous, et puis en 2024 pour la collecte des cotisations. Mais on voit aussi apparaître la déclaration et le paiement de la contribution à la formation professionnelle et de la taxe d'apprentissage en 2022. Donc ce sont des chantiers qui effectivement sont aujourd'hui ouverts, sur lesquels nous travaillons, puisque comme je vous le disais, la DSN s'appuie sur une norme qui s'appelle la norme NEODES, que cette norme possède un cahier technique, un journal de la norme sur lequel on inscrit l'ensemble des évolutions, et les éditeurs de logiciels se basent sur cette norme pour créer
éditer, mettre à jour les versions de logiciels que vous avez, et donc vous mettre à disposition les logiciels qui permettent de remplir les obligations et surtout de bénéficier des avancées que ce système va vous mettre, va être mis en place. Alors, si vous deviez effectivement avoir une image un peu plus précise, un peu plus globale, pardon, de la DSN, on peut dire que ça va permettre de fiabiliser les déclarations plus près de leur émission, parce qu'on est directement au niveau de la paye, dans un système qui est automatisé. Le mode qu'on utilise, vous le verrez apparaître plusieurs fois, c'est le mode échange de données. Effectivement, il y a des allers-retours de données qui sont dématérialisés. Ça se base sur les éléments de la situation et sociale et fiscale des employeurs qui sont nécessaires au calcul des cotisations. Et si des incohérences sont détectées, les corrections peuvent être apportées dans le même système. Donc c'est en ça que l'on dit c'est un échange de données, parce qu'on a la transmission de ces données. Et quand on a quelque chose qui pose problème, effectivement, ou une anomalie, ou une question simplement, ça remonte auprès du déclarant et on peut faire les modifications. Ça va emporter, on le sait, on en a aujourd'hui la preuve, des gains de gestion et de productivité pour les organismes sociaux, bien évidemment, puisqu'on n'a plus à ressaisir les données que vous transmettez, mais elles sont directement injectées, mais aussi pour les employeurs, puisque en réalité, les déclarations que vous faisiez à des échéances différentes sur des interlocuteurs, des destinataires différents, eh bien finalement elles sont supprimées et vous avez effectivement ce flux qui sort de la paye. Et puis au niveau des administrations qui utilisent les données sociales et fiscales, puisqu'elles ont effectivement la possibilité d'avoir tous ces éléments-là mis à disposition. Donc c'est une simplification pour vous, pour les employeurs, parce qu'il n'y aura plus qu'une seule déclaration à effectuer pour remplir l'ensemble des déclarations sociales. Alors je reviens un petit peu dessus. Peut-être que déclaration sociale nominative, ce n'est pas forcément le meilleur nom qu'on aurait pu trouver pour lui donner. On l'a pris, le législateur l'a choisi parce que le thème de départ était effectivement une seule déclaration pour les remplacer toutes. Mais en réalité, vous verrez à l'usage qu'il n'y a plus de déclaration à faire. À la limite, le logiciel de paye prépare le flux de la déclaration sociale nominative et le seul acte que vous avez, vous, à faire, c'est de le transmettre. Et on va voir par quelle méthode le transmettre. Donc, on a une première partie de questions-réponses qui sont mis en place sur le PowerPoint. Donc, on va peut-être pouvoir remonter sur les questions qui ont été posées. Et si mes collègues veulent remonter sur scène pour porter quelques réponses, on le fait avec plaisir. Sinon, on va continuer la prestation. Il y a juste une première question, et vous allez le voir dans la partie suivante, c'est l'entrée en DSN. L'entrée en DSN se fait exclusivement le 1er janvier de l'année en cours, pour la bonne et simple raison, c'est que le prélèvement à la source est intégré à la déclaration sociale nominative, et on a besoin d'avoir 12 DSN consécutives pour supprimer certaines déclarations dont on va parler. Mais vous avez beaucoup de questions dont les réponses vont être portées dans la partie suivante. Donc, du coup, je vais passer à la partie suivante tout de suite. Et la deuxième question, c'était découvrir la déclaration sociale nominative. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la DSN, c'est un projet commun. Et on peut même dire que c'est co-construit avec l'ensemble des acteurs. Donc, d'un côté, il y a le groupement d'intérêt public modernisation des déclarations sociales, que je représente aujourd'hui et dans lequel je travaille. En réalité, nous sommes chargés d'organiser la mutualisation des moyens. On a fabriqué le véhicule technique qui permet effectivement de mettre en place la déclaration sociale nominative et les éléments pour le prélèvement à la source. On a travaillé depuis maintenant 2012, voire même 2011, et au niveau du GIP, on pensait effectivement que cette déclaration unique était un objectif à atteindre, donc on y travaillait depuis 2002. Mais de nombreux ateliers de travail ont été organisés et avec les tutelles et avec les éditeurs. Les tutelles, la DGAFP, la DGCL, la DGOS, la DGCS et la DGFIP. La DGFIP dans ces deux parties. La partie trésorerie, qui pour certains d'entre vous réalise la paye, et puis la partie DGFIP effectivement passe et imposition des particuliers pour effectivement les éléments transmis à l'intérieur de la DSN. Tout au long
du déploiement, avec tous les jalons de démarrage qu'on a pu avoir pour le régime général et puis pour vous aujourd'hui, on a réuni des instances avec les organismes de protection sociale, donc derrière la Caisse de dépôt et consignation pour les fonds de retraite, et puis la COS, mais bien évidemment la DGFiP, et puis les fédérations des organismes complémentaires, puisque d'un côté, il y a la mise en place de la déclaration sociale nominative, la transmission de ce flux, et de l'autre côté, il y a des gens qui les reçoivent, qui doivent pouvoir les utiliser, parce qu'il n'était pas question d'avoir ni une interruption du financement de la protection sociale en France, ni le moyen d'interrompre les prestations et les droits qui devaient être transmis aux différents individus qui en avaient la destination. Alors, individu, c'est pas un mot péjoratif dans ma bouche, hein, c'est juste que c'est le mot qui va décrire les personnes, quel que soit leur statut, parce que la DSN va vous suivre de votre premier jour d'activité jusqu'à votre dernier jour de vie. Et donc, il faut qu'il y ait un chaînage entre tous les statuts, et vous pouvez être salarié, vous pouvez être agent de la fonction publique, vous pouvez être indépendant, mais vous pouvez être aussi avec des statuts bien particuliers, vous pouvez être marin, ou vous pouvez être intermittent du spectacle. Et dans tous les cas, il faut qu'on puisse chaîner les données de façon à ce que les droits que vous cumulez, les cotisations qui sont versées pour vous, soient systématiquement enregistrés et vous soient destinés. Alors, la déclaration sociale nominative, elle repose sur 4 grands principes. Le premier, je vous le disais tout à l'heure, c'est la dernière étape du traitement de la paye. Et c'est peut-être une des phrases les plus importantes de la présentation d'aujourd'hui, c'est le reflet de la situation d'un agent au moment où la paie a été réalisée. Ça veut dire, effectivement, la situation d'un agent, c'est nominatif, et c'est au moment où la paye a été réalisée. Parce que plusieurs questions que vous allez pouvoir vous poser, vous aurez à vous poser au fur et à mesure de la mise en place de la DSN. On pense que c'est effectivement le moment où la paye a été réalisée. Et on sait, on pourrait dire éventuellement, que comme c'est un sous-produit de la paye, quand la paye est faite, la DSN est prête. Ça fait un peu slogan marketing, mais en réalité, c'est pour essayer d'illustrer un peu ces différents jalons et ces différentes positions. Et bien évidemment, c'est par un logiciel de paye qui doit être compatible. Les éditeurs de paye ont signé une carte DSN. Vous trouvez, alors vous voyez le premier petit lien hypertexte qu'on a mis en place sur compatible. Quand vous aurez récupéré le support, puisque j'ai vu quelqu'un reposer la question encore, vous allez pouvoir le télécharger avec le petit nuage qui apparaît peut-être sur la version de votre navigateur en dessous la petite cloche, vous téléchargez le support, ou alors ce sera de toute façon pour tout le monde disponible dans le replay qui sera accessible dès la fin de la présentation. Et donc les liens hypertextes vous emmènent directement sur les parties de Net Entreprise qui peuvent être concernées par le sujet qui est évoqué. Deuxième principe, la DSN est réalisée au niveau du SIRET qui gère l'agent. On attend une déclaration sociale nominative par SIRET. Par contre, à l'intérieur d'un même SIRAN, il est fort possible de choisir un seul SIRET qui, lui, va faire la déclaration et qui va emporter les éléments de paye. Généralement, le plus simple, c'est de choisir le SIRET qui gère l'agent administrativement, puisque toutes les données sont au même endroit, et qu'en réalité, le lieu de travail ne définit pas la maille déclarative, ne serait-ce que parce qu'effectivement, dans les statuts de fonctionnaire, on a plusieurs possibilités, pluricommunales, multicommunales ou d'autres, mais que vous connaissez bien mieux que moi. Et effectivement, dans ces cas-là, il faut définir qui prend en charge la déclaration, qui fait la déclaration. Petit point de détail, si vous avez à ramener les éléments sur un seul SIRET, on vous invite à prendre contact avec votre URSSAF de façon à vérifier qu'effectivement, le SIRET sur lequel vous vous apprêtez à faire la déclaration sociale nominative pour l'ensemble des agents est déjà un compte cotisant qui permet d'être identifié à l'URSSAF et de bien affecter et de bien mettre en place le calcul des cotisations et du coup l'affectation des droits qui vont en découler. Excusez-moi. Deuxième grand principe, la déclaration sociale nominative est transmise mensuellement, tous les mois, mais elle est complètement décorrélée du paiement. Le fait d'avoir à transmettre une DSN tous les mois n'oblige pas à avoir un paiement mensuel si aujourd'hui vous êtes déjà trimestrialisé. Ce moment de paiement est aussi important parce que, alors d'une, les organismes ont besoin effectivement de recevoir les informations
pour remplir leur mission tous les mois, puisque chaque mois, effectivement, la situation évolue. Et 2 échéances sont fixées en fonction de l'effectif. Le 5 du mois M+1 pour les établissements qui sont aujourd'hui mensualisés de plus de 50 agents qui versent des traitements à la fin du mois M, et les établissements mensualisés, c'est dont les cotisations sont déjà mensualisées. Ou alors le 15 M+1 pour les autres, c'est-à-dire en général ceux dont les cotisations sont déjà réglées trimestriellement, mais ça c'est un élément de calcul que vous savez déjà et sur lequel vous avez déjà une idée pour savoir si vous êtes effectivement sur l'échéance du 5 ou sur l'échéance du 15. Et le 4e grand principe, c'est que tous les messages retour reviennent sur un tableau de bord unique. Alors, les informations servent au suivi, mais aussi aux corrections, puisque vous allez voir qu'on a la possibilité de corriger les DSN de l'une sur l'autre. Le fait d'avoir ce tableau de bord unique, si votre logiciel de paye est paramétré pour remonter les informations de ce tableau de bord à l'intérieur de votre logiciel, vous les verrez apparaître de façon humainement lisible et facilement accessible. Si votre logiciel ne le fait pas, vous devrez vous connecter à NetEntreprise, vous connecter sur votre compte et effectivement regarder les différents comptes rendus métiers, regarder les éléments qui sont remontés et en prendre connaissance. Il y a une petite loupe, vous cliquez dessus, ça vous permet de lire le document et ça permet aux organismes et à tous les destinataires de données de revenir vers vous en vous disant effectivement s'il y a une anomalie, une question ou un problème, sachant que le fait d'avoir un tableau de bord avec des comptes rendus métiers à 0 est absolument la grande réussite, puisque ça veut dire qu'il n'y a aucun problème, que tout a été enregistré, tout est mis en place. Alors attention, les comptes rendus métiers ou les éléments qui remontent ne remontent pas tous forcément le lendemain de la transmission. Pour certains, on peut avoir un délai de 3 ou 4 jours. Donc, on vous invite effectivement à aller vous connecter et à regarder sur le tableau de bord régulièrement. Ça, c'était les 4 grands principes. Pour les illustrer, on vous a fait un petit déclarant qui était relativement content de démarrer la DSN. Ce qui va être votre cas. Alors, c'est peut-être un peu stressant, mais vous allez voir que à l'arrivée, on va être gagnant sur l'histoire. Donc, le déclarant fait la paye, comme vous le faites tous les mois. Hein. C'est déjà des actes que vous faites. Le logiciel de paye va fabriquer un fichier DSN. Ce fichier, on vous invite à le tester sur place avec un outil qui s'appelle DSNval, que vous pouvez télécharger, qui va permettre effectivement de vérifier si on est bien sur un bon élément et si on est bien effectivement avec des éléments qui sont lisibles. Si oui, vous vous identifiez, puis vous déposez le fichier, alors soit sur le portail NetEntreprise, soit sur le portail msa.fr si vous dépendez de la mutualité sociale agricole, mais vous avez la possibilité de le déposer sur le fichier. Une fois que c'est déposé sur le fichier, sur le système DSN, le système d'information DSN effectue des premiers contrôles. Est-ce qu'il y a bien des chiffres là où on attend des chiffres, des lettres là où on attend des lettres? Et est-ce que la DSN est un fichier qui, à la lecture de la norme, paraît complet? On vous envoie déjà des éléments de contrôle sur le tableau de bord dès le dépôt. Ensuite, le système d'information DSN transmet aux organismes destinataires les données dont ils ont légitimité à connaître. En l'occurrence, l'URSSAF, les fonds qui sont derrière la CDC, CNRACL ou IRCANTEC, et puis tous les autres destinataires qui, à leur tour, vous font un retour avec la petite flèche du bas, qui vous retournent les comptes rendus métiers, qui remontent dans le tableau de bord, et à ce moment-là, on vous invite, la 3e partie, à consulter les retours sur le tableau de bord. La DSN, ça vise à remplacer, donc d'ores et déjà, on peut vous annoncer le premier chiffre, plus de 40 procédures et déclarations sociales françaises, périodiques et événementielles. Cet ensemble de déclarations faisait passer environ 850 données, qu'on vous demandait, 850 données. Avec la déclaration sociale nominative, dans sa première version, on est passé à 400. Avec les données spécifiques à la fonction publique, on est passé à 450, mais on est quand même quasiment à 50% de données en moins transmises. La DSN porte sur le mois principal déclaré précédent. C'est-à-dire que comme c'est issu de la paye et que la paye concerne une période de travail effectuée, la DSN concerne le mois précédent. Et l'échéance qui est attendue au 5 ou au 15, ça concerne les éléments de paye qui étaient en place. Elle est établie à partir des données de paie, ce qui veut dire aussi que certaines déclarations spécifiques, ATACL ou autres, ne passent pas aujourd'hui par la DSN parce que demandent d'autres éléments que des données de paye. Or, la DSN ne transmet que
des éléments de la donnée de la paye. Et puis, on a effectivement une échéance le 5 ou le 15, sauf pour les DSN annulaires en place, puisqu'on peut faire le 5 et le 15 sont des jalons, des échéances butoirs, à laquelle des échéances auxquelles la DSN doit être physiquement déposée, enregistrée sur le système, mais entre le premier jour suivant l'échéance précédente et l'échéance en cours, vous pouvez déposer des fichiers qui vont s'écraser les uns sur les autres, qui seront annulés en place si tant est que vous avez besoin de le faire. Autre élément important, la déclaration sociale nominative repose sur la transmission de deux types de données. Tous les mois, des informations qui sont issues de la paye au sens large. Ça, c'est systématique, automatisé, et effectivement, le fichier se fabrique dans le logiciel de paye. Et effectivement, j'ai vu passer une question, oui, il y a nécessité d'avoir un logiciel de paye. Et puis, prochainement pour vous, mais c'est déjà en place pour tous les autres, prochainement pour vous, les signalements d'événements. Pour l'assurance maladie, par exemple, les signalements d'arrêt maladie, accident du travail, maternité. Et puis pour Pôle emploi, pour les reprises de travail, les signalements de fin de contrat de travail. Puis un troisième type de signalement qui vient d'arriver, qui est ce qu'on appelle un signalement d'amorçage de données variables, qui permet d'entrer dans la DSN, puisque normalement la DSN est effectivement le reflet de la paye, d'entrer des données dans la DSN avant même que les éléments soient enregistrés, puisque un salarié, pour qu'il soit en DSN, il faut qu'il ait un premier mois d'activité, puisque la paye a été faite. Or, si il entre et il sort de votre établissement ou de votre collectivité en cours de mois, avant que la paye soit faite, il est inconnu de la DSN. Donc, on a ce signalement qui permet de le créer, de le mettre en place et qui fait effectivement qu'on peut faire cette évolution. Si je devais vous donner une petite image pour le signalement d'événements, je vous dirais simplement, vous êtes à votre bureau, vous êtes en train de remplir une des missions qui sont les vôtres, votre téléphone sonne, c'est le responsable des espaces verts qui vous appelle et qui vous dit « Ah, ben voilà, il y a encore Monsieur Kuhn qui est absent, il a encore chopé une grippe, il va être absent pour 6 jours, il ne sera pas là pendant 6 jours à partir d'aujourd'hui. » Prenez un petit post-it et vous notez dessus « Monsieur Kuhn, absent à partir d'aujourd'hui pour 5 jours à cause d'une petite grippe » et vous collez le post-it sur le coin de votre écran et vous finissez la mission que vous étiez en train de remplir. Eh bien, le signalement, c'est la même chose. C'est quasiment un post-it. Les données sont quasiment les mêmes, c'est très simplifié et ça permet d'alerter les organismes parce que ni l'assurance maladie, les fonds, par exemple derrière la CDC, comme l'IRCANTEC ou la CNRACL, ou Pôle emploi, n'ont à connaître les données mensuelles. Ils ne reçoivent pas la DSN. Par contre, ils reçoivent le signalement qui les avertit. Vous savez que vous avez certains cas particuliers, par exemple pour des arrêts de plus de 30 jours, les cotisations retraite sont prises en charge, dans d'autres cas, elles ne le sont pas. Il y a besoin de connaître ces arrêts, même si il n'y a pas de suspension de revenus, même s'il n'y a pas de versement de revenus de remplacement, même si on est effectivement dans un système d'auto-assurance comme l'est aujourd'hui la fonction publique. Et puis, l'autre élément important, c'est que des contrôles sont effectués lors du dépôt. Des contrôles qui sont bloquants, et là, la DSN ne pourra pas être déposée, ou alors des contrôles non bloquants, c'est-à-dire qu'on identifie qu'il y a un problème qui est posé, mais par contre, ça n'empêche pas que la DSN est utilisable en l'état. On vous demande juste de la corriger. Alors, si on n'est pas à l'échéance, avec une annulaire en place, si on est à l'échéance, ce sera dans des blocs corrections dans les DSN suivantes. Je vous disais qu'on était passé de 400 à 450 DSN, 450 données dans la DSN, parce que des données spécifiques ont été apportées. Par exemple, la notion de contrat. La notion de contrat dans la fonction publique n'existe pas, alors que c'est la base de la transmission de la DSN avec le NIR, c'est-à-dire il y a 3 éléments, le SIRET qui est l'employeur, le NIR qui est le salarié ou l'employé, et puis il y a le contrat qui est le lien entre les deux. Au niveau de la fonction publique, il n'y a pas de notion de contrat et pourtant, vous allez voir, on a besoin dans la DSN d'identifier les événements de la vie du contrat. La déclaration de quotité de travail entre fonctionnaires et contractuels, ça n'existe pas dans le régime général. Donc, il a fallu effectivement qu'on amène cette notion à l'intérieur de la DSN. Et puis, la gestion des détachements, il n'y a effectivement pas de notion de détachement.
dans les régimes généraux. Alors, j'ai vu que beaucoup de questions avaient été posées, donc on arrive à une période à nouveau de questions et de réponses. Et effectivement, je souris parce que régulièrement, je trouve quelqu'un qui pose une question et dont la réponse effectivement est évidente et elle a raison. Et là, c'est Madame Perouel. Bravo, Madame Perouel. Le passereau est une déclaration sociale nominative dégradée. On n'a pas tous les éléments dedans. Donc, vous avez tout à fait raison. Les manipulations sont très, très proches de passereau. Et c'est l'occasion inouïe pour moi de vous le dire. Le jour où vous passez en DSN, surtout, vous arrêtez passereau, puisque ce sont deux vecteurs qui vont envoyer des données relatives au calcul de l'impôt sur le revenu. Et si vous faites un passereau et une DSN pour le même mois, il y aura deux prélèvements de l'impôt sur le revenu, deux prélèvements à la source. Et effectivement, on va avoir quelques difficultés, puisque ce sera à l'agent d'interpeller par mesimpôts.gouv, d'interpeller sa trésorerie pour obtenir un remboursement anticipé de cette somme. Alors, j'ai vu que mes collègues de la CEPAM étaient arrivés sur scène avec moi. Et M. Guéraud est en train de répondre, donc il va nous rejoindre aussi rapidement. Et je pense qu'on va prendre quelques questions. Est-ce que vous avez identifié des questions sur lesquelles des réponses? Alors, soit sur lesquelles vous avez la réponse, soit sur lesquelles vous souhaitez que je l'apporte, puisque je ne les ai pas toutes vues, puisque je n'ai pas suivi les questions pendant la présentation. Alors, je me permets de prendre la parole pour répondre à Madame Pelchat-Christelle qui a posé une question qui pourrait rassurer directement l'ensemble des participants. Alors oui, concernant la DSN, vous serez accompagné. Vous serez tout simplement accompagné par les différents organismes dans leurs compétences propres. Je rebondis parce que Madame Pelchat s'inquiétait sur le fait d'être accompagnée, alors vous le serez. Moi, j'ai parlé au nom de la CPM. La CPM des Yvelines, plus particulièrement, on organise des webinaires concernant le thème de la DSN qui concerne notre parti. Comme Didier a pu le dire, c'est quelque chose d'assez vaste, ce qui veut dire que chaque organisme a un rôle à jouer dans l'accompagnement des collectivités. Donc rassurez-vous, on vous aidera et on vous accompagnera concernant l'assurance maladie. Et comme beaucoup de questions ont été posées à ce sujet-là, effectivement, la DSN, l'événementiel, va remplacer les attestations de salaire, maladie, maternité, accident du travail. Donc la DSN, signalement, sera l'évolution des attestations que vous avez pour habitude, de saisir. Voilà, je vais laisser la parole à nouveau à Didier. Sur les questions, il y a quelques questions très pratiques, visiblement, de collectivités qui sont déjà passées en DSN et qui ont des cas particuliers. Et ça, on va revenir vers vous pour faire des réponses plus précises, parce que là, on est sur des éléments un peu plus génériques. Il y a des questions qui sont posées sur l'échéance. Donc, je vous disais, le 5 ou le 15, effectivement, cette donnée doit être connue puisque c'est le mode de paiement des cotisations que vous avez. En réalité, la DSN doit être déposée à une date précise. Et pour répondre à une des questions, je ne sais pas si mes collègues vous ont déjà répondu, mais est-ce qu'il existe des pénalités? Non seulement il existe des pénalités, mais vous avez une obligation légale de transmettre la déclaration sociale nominative chaque mois. Et à chaque fois, effectivement, quand vous ne transmettez pas la déclaration sociale nominative donc on aura à partir du 1er janvier 2022, quand vous ne transmettrez pas la DSN qui est attendue, vous êtes passible d'une amende, vous êtes passible d'une cotisation supplémentaire équivalente à 2% de la masse salariale de l'établissement concerné. On n'est pas du tout dans 70 € ou 50 € parce qu'on ne l'a pas fait. Ça voudrait dire simplement que vous ne remplissez pas vos obligations légales déclaratives. Et ça, effectivement, que ce soit le droit social ou le droit du travail, c'est entre guillemets condamnable. Donc, je n'imagine même pas que des gens de la fonction publique ou des gens qui font la paye, et on peut dire que dans 99,99% des cas, la paye est très bien faite. Je n'imagine pas que vous ne remplissiez pas vos obligations qui sont déjà remplies à aujourd'hui. Donc, je reviens sur les échéances. Le 5 ou le 15, c'est la date butoir. Il faut que ça soit enregistré au 5 ou au 15, comme on vous l'a répondu déjà par écrit.
vous pouvez commencer à la déposer le lendemain de l'échéance précédente. Je m'explique, et on va prendre le cas, et je vous souhaite tous de pouvoir partir en vacances en juillet, en août, en juin ou en septembre, comme vous le souhaitez, comme vous le pouvez, surtout. Donc on part du principe qu'on va partir. Vous partez en vacances en août. En août, le 5 août, on va attendre la déclaration sociale nominative du mois de juillet. Mais comme vous allez être parti, vous ne pouvez pas nous la donner puisque vous êtes parti en vacances au mois d'août. Mais vous pouvez la déposer à partir du 6 juillet, la déclaration sociale nominative portant sur le mois de juillet, puisque le 6 juillet, c'est le lendemain de l'échéance du 5 juillet. Donc, vous pouvez le faire. Et en même temps, quand vous allez revenir, vous devez déposer la déclaration sociale nominative attendue à l'échéance de septembre, qui va concerner le mois d'août. Mais là, vous avez jusqu'au 5 septembre pour la déposer. Et j'imagine que vous serez revenu de congé. De toute façon, quoi qu'il arrive, la paye juin, juillet, août, septembre, même s'il y avait un mois pendant lequel vous êtes en congé, la paye, elle est préparée en amont et vous pouvez la faire. La DSN, elle peut être préparée en amont et vous avez les 30 jours entre l'échéance précédente et le jalon d'arrivée qui va vous permettre de le déposer. Donc, soyez rassurés. Donc, l'échéance, c'est le 5 ou le 15. La possibilité de déposer, c'est à partir du 6 ou du 16 jusqu'au 5 ou au 15. On vous conseille quand même, comme échéance, d'avoir en tête le 3 ou le 13, parce que quand vous déposez la DSN, il est fort possible qu'il y ait ne serait-ce qu'une micro-coupure électrique. Et du coup, le fichier que vous envoyez, pour vous, il est parfait. La paye est très bien faite, tout va bien, c'est bien collé. Vous nous l'envoyez, micro-coupure électrique entre les deux. Nous, on reçoit un fichier avec dessus une petite alerte. Quand on va le recevoir avec la petite alerte, on va se dire « Ah, est-ce que ce n'est pas un fichier corrompu ?» Donc, s'il y a un risque que ce soit un fichier corrompu, on va tout de suite vous renvoyer un message, tout de suite vous renvoyer un avertissement vous disant « Attention, votre DSN n'est pas déposée, on ne peut pas la prendre, il y a une alerte dessus, on a peur, on pense qu'il est possible que le fichier soit corrompu, renvoyez-le. » Ça veut dire deux choses. La première, c'est qu'effectivement, c'est très simple de le renvoyer, il n'y a rien d'autre à faire que de le renvoyer. Mais ça veut surtout dire qu'il faut que vous soyez inscrit sur NetEntreprise et dans le cadre de la DSN avec une adresse qui vous soit propre. C'est-à-dire qu'on puisse joindre le déclarant. Parce que là, du coup, on se retrouve avec une situation d'être dans l'incapacité de lire le fichier que vous nous avez envoyé, avec une échéance qui est le 5 ou le 15, et si vous ne le retournez pas dans les délais, vous dépassez la date d'échéance et vous êtes en faute. Alors là, en l'occurrence, sur le cas que je vous cite, ça ne sera pas de votre responsabilité, mais ce qui n'empêche que ça sera enregistré comme étant en faute. Le prélèvement à la source ne pourra pas s'effectuer puisque les données ne seront pas transmises et on prend le risque à ce moment-là que l'on ait effectivement un prélèvement à la source pour l'ensemble des agents sur la base du taux non communiqué, c'est-à-dire un taux non individualisé. Je vous rappelle que c'est un célibataire sans enfant, et avec ensuite les corrections à effectuer au niveau de la DGFiP qui sont suffisamment lourdes. Donc, soyez vraiment en capacité d'être joints de façon à ce qu'on puisse effectivement avoir, nous, des réactions très simples. Aujourd'hui, je vous cite ce cas bien particulier extrême pour vous dire en quoi on a besoin d'avoir ces éléments-là. Très clairement, de mon expérience et à ma connaissance, depuis le début de la mise en place de la DSN, c'est-à-dire depuis sa généralisation pour le régime général en 2017, ça ne s'est pas présenté. On a toujours réussi effectivement à réagir, mais c'est bien de ne pas se coller sur l'échéance pour ne pas le faire. Et de la même façon, vous allez sûrement, je ne les ai pas vus passer, mais d'ailleurs, sûrement beaucoup de questions sur le fait que la trésorerie vous demande la paye plus tôt. Des instructions ont été données par Bercy, de façon à ce que dans certaines régions, ce n'est pas le cas chez vous, quand la trésorerie demandait à avoir la paye de juillet, le 5 juillet, eh bien, le délai soit rallongé au 20 juillet, de façon à ce que ça soit au plus près possible de la date d'échéance et de cette transmission. Et Madame Diana Péalat, qui demande, vu que nous sommes sur les cotisations M-1, comment cela se passe-t-il pour janvier 2022? Quand vous dites les déclarations M-1, c'est-à-dire que votre décalage de paye est antérieur. Ça veut dire que vous devez déposer votre première DSN le 5 janvier, portant sur le mois principal déclaré décembre, qui est le premier mois de paye pour vous de l'année. Si j'ai bien compris ce cas. Si vous êtes si vous respectez la loi,
puisque je vous rappelle quand même que le décalage de paye n'est qu'une souplesse. Le décalage de paye est illégal. On ne doit ni payer le mois précédent, ni payer le mois suivant. Le salaire doit être remis le mois d'activité. Et la fiche de paye doit se caler avec. Ça, c'est ce que dit la loi. C'est pas ce que je vous dis moi. C'est pas quelque chose qui est donné à la compréhension de chacun. C'est vraiment ce que je dis moi. Donc, si vous êtes dans le respect de cet élément, la DSN de janvier 2022, vous allez la transmettre à l'échéance du 5 ou du 15 février 2022, puisque ça porte sur le mois précédent. Donc, l'échéance de janvier, c'est en février, les séances de février, c'est en mars, et ainsi de suite. Et du coup, quand vous serez rentré effectivement en DSN, en ayant les 12 DSN consécutives en direct, en réel, vous aurez la DATSU et la DUX et d'autres déclarations qui seront substituées. Si là, par exemple, nous sommes en 2021, vous n'êtes pas rentré en DSN, même si vous étiez prêt à le faire, on ne peut pas vous laisser rentrer en DSN parce que ça ne peut se faire en réel qu'à partir du 1er janvier. Et de toute façon, vous aurez effectivement une DATSU à faire en janvier 2022, puisque les éléments transmis pour 2021 ne l'auront pas été avec la norme de la DSN. Je vois d'autres questions. Je ne sais pas si mes collègues ont vu des questions qui méritaient une réponse directe. Alors, oui, il y a une question qui pourrait intéresser les participants. Les éditeurs de logiciels, bien évidemment, expliquent qu'ils peuvent accompagner leurs clients, mais moyennant finance. Et une personne a demandé si c'était nécessaire de se payer une formation ou si en fait l'accompagnement fait par les différents organismes sera suffisant pour leur bonne entrée en DSN. Je vais te laisser répondre à la question. Alors, mais non, mais moi non plus, je ne vais pas prendre une responsabilité dessus. Alors, premier élément de réponse, madame, ou monsieur, excusez-moi, je n'ai pas vu qui avait posé la question. Premier élément de réponse, je vous invite à regarder autour de vous les collectivités de même taille et avec éventuellement les mêmes plans de paie que vous pour savoir effectivement comment ils vont aborder le sujet. Parce qu'en réalité, le problème, entre guillemets, le principal problème pour la mise en place de la DSN, c'est le paramétrage et c'est l'utilisation de données de meilleure qualité possible. Il est fort possible que votre plan de paie soit très simple. Sans cas particulier, que ce plan de paie se reproduise chaque mois. Et là, la mise en place de la DSN ne va pas changer grand-chose. On est vraiment dans la situation dans laquelle on est finalement un passage, un changement. Je pourrais dire à la limite, c'est un petit peu comme nos lycéens quand ils sont passés du bac au contrôle continu ou le certificat au contrôle continu. Là, on va effectivement passer d'une période déclarative avec des échéances à un contrôle continu. Donc, ça modifie les conditions de la paye. Après, vous pouvez aussi vous poser la question de savoir si vous avez le millésime de votre logiciel, le dernier cri, celui qui est en place aujourd'hui. Ça veut dire qu'effectivement, votre éditeur de logiciel, puisque vous avez suivi l'ensemble des évolutions du logiciel, va vous permettre de passer simplement dans le système DSN. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui sont aujourd'hui sur du Passero, comme je vous le disais, Passero étant une forme dégradée de la DSN, si le fichier Passero si un fichier Passero est édité par votre logiciel de paye, vous êtes déjà quasiment à la norme DSN, vous êtes quasiment proche du Graal. Si vous devez saisir Passero, les chiffres dans Passero, ça veut dire que votre logiciel ne l'est pas encore. Et là, effectivement, il y a cette modification. Alors, est-ce qu'il y a besoin d'une formation? C'est vraiment par rapport à vous et par rapport à votre stress d'approche. Si la présentation, c'est pour faire comme on fait aujourd'hui, c'est-à-dire que je vous décris la façon dont ça fonctionne, que je vous donne les grandes lignes, que je vous présente et on verra au printemps et on verra à l'automne de façon plus précise. On va rentrer dans le dur des données de la DSN. Si ça vous suffit pour paramétrer votre logiciel, vous n'en avez pas besoin de la formation. Si par contre, vous avez une inquiétude qui peut être légitime sur cette conduite au changement et sur cette approche, la formation et l'accompagnement que peut vous proposer votre éditeur de paye peut s'avérer nécessaire. Cependant, on est aussi dans un cas où on va vous proposer beaucoup d'outils. Vous allez voir dans les slides suivantes, on a beaucoup d'outils qui font
qui vont être mis à votre disposition, qui sont à la différence des modes d'emploi habituels. Alors, vous allez recevoir quelque chose, un nouvel appareil électroménager, ou je sais quel outil que vous ne connaissez pas ou quel produit que vous ne connaissez pas. Le mode d'emploi, on va vous apprendre comment vous en servir. Nous, la déclaration sociale nominative, on n'a pas fait un mode d'emploi. On s'est basé sur l'expérience qu'on avait, sur les pilotes qu'on avait en ligne, et avec qui on a commencé à travailler, pour imaginer et pour trouver les cas de paye particuliers, pour imaginer les points chauds que ces cas de paye posaient, et pour justement les documenter. Et d'ailleurs, vos questions, et c'est ce que vous précisez, M. Compan, en début de présentation, on a effectivement les éléments qui sont mis à disposition et transmis dans les choses les plus simples à venir. On a tous ces éléments qui sont à votre disposition. On a des MOOC. Les MOOC qui reprennent les cas de paye. Je vois des questions qui sont en train de passer en ce moment, effectivement, avec les cas particuliers d'agents. C'est renseigné. Vous avez des fiches consignes qui vous disent comment faire. Mais c'est vraiment de votre sensation, de votre isolement éventuellement. Parce que dans certains cas, les supra-communautés de communes ou les supra-établissements se réunissent et partagent ensemble des éléments de formation. Le CNFPT, les centres de gestion, tous ces interlocuteurs habituels que vous avez dispensent des formations et donnent des éléments. Mais l'utilisation particulière de votre logiciel de paye et les éléments de votre logiciel de paye, il n'y a que votre éditeur qui sera capable de vous les donner. Donc, c'est vraiment en fonction de votre appétence pour la technique et de votre appréhension et de la façon dont vous avez pu éventuellement utiliser le logiciel de paye qui va définir si vous avez besoin d'une formation ou pas. Ma réponse était un peu longue, mais c'est vraiment compliqué de donner une réponse générique. Je peux juste vous dire qu'aujourd'hui, des dizaines de millions de lignes de salaire passent par la DSN tous les mois. Des centaines de milliers, pour ne pas dire des millions d'entreprises du régime général sont ce qu'on appelle en DSN presse-bouton, c'est-à-dire ne font rien d'autre que la paye, ce qui est déjà énorme. Bien évidemment, ne le prenez pas comme une blague, hein, quand je vous dis ils font que la paye, c'est énorme. C'est très compliqué de faire la paye, j'en suis absolument conscient, et on est tous conscients de cette difficulté. Mais du coup, la DSN n'en rajoute pas, puisque quand la paye est faite, c'est ce que je vous disais au début, quand la paye est faite, sur un plan de paye très simple et en cas normal, la DSN est prête, il n'y a plus qu'à l'envoyer et appuyer sur le bouton. Donc effectivement, c'est vraiment votre appétence, votre appréhension de ce changement qui va nécessiter de passer par une formation ou pas, ce qui est absolument important à savoir, et les collègues qui m'accompagnent aujourd'hui pourront en témoigner, puisque ce sont eux qui sont en Île-de-France avec vous, à vos côtés. Si on ne pourra pas accompagner tout le monde dans la mise en place de la DSN et du paramétrage de la DSN. Par contre, l'engagement que l'on peut prendre, c'est qu'aucun d'entre vous ne va se retrouver tout seul en face des difficultés qu'il pourra rencontrer. Alors bien évidemment, ne demandez pas un numéro de téléphone à appeler pour, quand vous rencontrez une difficulté de paramétrage sur Cosolus ou sur Berger-Levrault, pour vous aider, puisque ça, c'est de la responsabilité de l'éditeur. On ne sait pas faire, on ne connaît pas vos logiciels. Par contre, entre les accès sur les plateformes téléphoniques de l'ensemble des organismes de protection sociale, tous les outils mis à votre disposition sur Net Entreprise ou sur ces mêmes portails des organismes de protection sociale, normalement, doivent vous permettre de répondre à, on va dire, 99% des cas. Pour le 1% qui reste, l'engagement qu'on prend, c'est effectivement que vous ne vous retrouviez pas tout seul ou toute seule en face de cette difficulté. L'échéance est proche, même si quelque part ça fait des années que le législateur a communiqué sur l'obligation qui vous était faite d'entrer en DSN. Je ne sais pas comment certains d'entre vous ont réussi à échapper à cette information, mais ça fait des années que vous êtes au courant que vous allez devoir y passer au 1er janvier 2022. Enfin, passer à la DSN, je suis en langage parlé, là, du coup, je suis plus attentif exactement aux mots. Donc, vous allez devoir effectivement utiliser la DSN comme vecteur. Et du coup, on a effectivement ces quelques mois qui nous séparent de l'échéance de janvier 2022 pour vous aider à vous mettre en marche et à vous mettre dans les, dans les clous, dans les lignes, de façon à ce que ça puisse se faire le plus facilement possible. J'ai Madame Lafont qui pose une question sur les trésoreries. Oui, effectivement,
la fameuse petite phrase que je vous citais avant en vous disant c'est la situation de chaque agent au moment où la paye est faite, c'est là où ça répond à votre question. Quand la paye est faite, si vous faites la paye le 20, ce qui est extérieur au 20 et qui donc n'impactera pas les revenus de l'agent, mais qui seront portés sur le mois suivant, ça ne rentre pas dans la DSN de cette période-là avant le 20. C'est vraiment la photographie de la paye. Alors, c'est un peu différent. Hein. Je ne vous cache pas que entre l'appréciation que la DSN a de la période concernée, c'est-à-dire le moment où ça rentre en paye, au moment où c'est enregistré en paye, et puis l'appréciation que peut avoir l'administration fiscale qui, elle, estime au niveau du PAS que l'élément doit être connu à partir du moment où l'argent change de poche. Alors, bon, voilà, on a ces deux éléments-là. Gardez toujours en tête, mais ça, je sais que vous l'avez, mais je le précise quand même. Gardez toujours en tête deux éléments. Est-ce que ça touche le contrat? Si oui, bah, ça doit être enregistré. Est-ce que ça touche les revenus? Si les revenus, cas de subrogation, ou alors parce qu'effectivement, la fonction publique, l'État est son propre assureur, les revenus ne sont pas interrompus dans certains cas d'arrêt maladie, pour certaines catégories d'agents, pour certains types de contrats, il n'y a pas d'urgence à faire des signalements, il n'y a pas d'urgence à mettre en place les revenus de remplacement. Mais à partir du moment où vous avez un de vos collègues, et bien sûr que vous y êtes attentif aujourd'hui, se retrouve dans des situations où sa rémunération est interrompue, voire décalée, et qu'il y a des systèmes pour assurer la continuité de ces revenus et pour faire que ces gens-là ne se trouvent pas dans une situation complexe et difficile, pour rester poli, et vous faites ce qu'il faut et vous faites ces fameux signalements. Donc, ayez ces deux éléments en tête. Est-ce que ça touche le contrat? Est-ce que les revenus? Si ça touche ni le contrat ni le revenu dans l'urgence, il n'y a pas urgence à mettre en place les signalements ou à avoir une action, puisque de toute façon, ça va être enregistré après. Et puis, la réponse à ces deux éléments, c'est la temporalité de l'événement. La temporalité de l'événement, pour le prélèvement à la source, c'est la contemporanéité, c'est-à-dire immédiat, c'est tout de suite. Dans le cadre de la déclaration sociale nominative, on peut revenir sur des déclarations antérieures, si tant est qu'elles aient été écrites avec la langue de la DSN, hein, pas la langue de la N4DS ou autre, puisqu'à ce moment-là, c'est comme si vous répondiez en chinois à quelqu'un qui avait un problème sur les éléments. On est effectivement dans la possibilité de revenir, sachant qu'il faut affecter la date et il faut donner le moment où cet élément va être pris en compte. Alors, je n'ai pas vu la question qui remontait, qu'on m'a mis en direct. Alors Didier, il semblerait que je n'ai pas été très clair à la question de M. Husson concernant en fait les causes d'un rejet de fichiers lors d'un dépôt d'une DSN, chose que tu avais déjà répondu, mais je pense que M. Husson a besoin qu'on avance. Les causes d'un rejet d'un fichier DSN, c'est que pour vulgariser, c'est comme si vous déposez un fichier qui ne serait pas la norme NeoDes, qui est le cahier des charges d'un dépôt. Mais je vais peut-être laisser Didier donner un peu plus de détails si vous en avez besoin, M. Husson. De toute façon, le rejet du fichier DSN, c'est simplement qu'il n'est pas lisible. C'est quelle que soit la cause qui le rend illisible. En réalité, on fait des contrôles de cohérence. Donc, on va vérifier, par exemple, que si vous déclarez 150 agents, la masse des salaires déclarés est inférieure à 1 000 €. Ça voudrait dire que chacun touche 1,50 € par mois. Ce n'est pas possible. Donc, déjà ça, c'est une incohérence qui fait que le fichier est rejeté. On dit, mais non, attendez, il y a un problème quelque part, corrigez votre fichier parce que là, on ne comprend pas. Par contre, 150 agents et des salaires à zéro, on ne rejette pas, parce qu'il est fort possible que ce soit une DSN, entre guillemets, à néant au niveau des revenus. C'est possible. Après, il y a peut-être des cas, j'ignore lesquels, mais ça serait possible. Mais il y a des contrôles de cohérence entre les différents éléments de la DSN qui peuvent amener le rejet. Ça peut être effectivement que l'on retrouve dans un contrôle bloquant, on retrouve des chiffres à des endroits où on attendait des lettres. Là, ça veut dire que soit au niveau de l'encodage du flux, soit au niveau de la transmission de la donnée par le logiciel, eh ben, ce n'est pas les bons éléments qu'on a. Donc là, c'est rejeté. Quand c'est rejeté, ça veut dire effectivement que la DSN ne peut pas être enregistrée. Ça veut dire effectivement que votre obligation légale n'est pas remplie. Et l'obligation légale de déposer, de faire les déclarations sociales dans les délais qui sont impartis, c'est effectivement ça qui est en jeu. D'où le conseil que je vous donnais, de vous assurer que vous avez la possibilité d'envoyer les éléments le 3 ou le 13, c'est-à-dire avec 2 jours de délai, parce que si jamais il y avait un retour qui était fait, un rejet qui était fait, vous avez la possibilité de refaire la DSN et de la renvoyer.
Je ne sais pas si ça répond mieux à votre interrogation ou à votre doute, mais de toute façon, on rejette les fichiers à partir du moment où ils ne sont pas lisibles et où on ne peut pas les utiliser. C'est tout. Sinon, il n'y a pas de raison de les refuser. Ensuite, Madame Morand me donne l'occasion unique. Je vous remercie, à chaque fois que je tombe sur des questions comme ça, je peux le faire. Madame Morand me donne une occasion unique. La DSN événementielle n'existe pas. La DSN, c'est un flux mensuel des signalements d'événements. La DSN événementielle, on pourrait imaginer effectivement qu'elle n'est pas obligatoire. Or, l'utilisation de la déclaration sociale admissible est obligatoire. Dans le cadre de la fonction publique, elle est attendue en janvier 2023 pour tous les cas. Pour tous les cas. Et c'est une instruction de la DGAFP, donc de la tutelle, Direction Générale de l'Administration de la Fonction Publique, c'est la tutelle qui le dit, c'est pas nous. Aujourd'hui, elle concerne exclusivement les contractuels de droit privé, ceux qui dépendent, en gros, ceux qui dépendent de la CPAM, ou ceux qui dépendent effectivement de Pôle emploi. Et dans ces cas-là, le signalement d'événements est obligatoire. Alors on dit dans un délai de 5 jours, certains d'entre vous vont dire quoi, mais 5 jours c'est impossible. Je vous rappelle juste que la loi vous dit, et pas d'aujourd'hui, hein, la loi disait que le signalement devait être fait, lui aussi, sans délai. C'est-à-dire que le délai de 5 jours, c'est déjà une souplesse qui vous est accordée, en plus de ce que la loi devrait vous imposer. Mais en précisant quand même, 5 jours ou immédiatement, à partir du moment où vous en avez connaissance. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas connaissance, si vous n'avez pas reçu le document de la part du salarié, vous êtes effectivement dans une situation qui est plus que complexe. Vous ne pouvez pas inventer que quelqu'un est tombé malade ou quelqu'un s'est absenté si vous n'en avez pas averti. Donc, du coup, le législateur a précisé à partir du moment où vous en étiez convenu. Mais franchement, on ne peut pas parler de DSN événementiel, on peut parler de signalement d'événements. La DSN événementielle n'existe pas. La DSN est un flux mensuel et des signalements d'événements obligatoirement utilisés pour transmettre les données relatives à la protection sociale et fiscale aujourd'hui avec le prélèvement à la source et certaines déclarations complémentaires. Alors, ma réponse est un peu fermée, un peu tordue, mais le fait de parler de DSN événementiel pour laisser imaginer qu'on peut se passer de faire une partie de la DSN. Non, la DSN, c'est un transfert d'informations et des signalements d'événements. Mais je vous remercie parce que, franchement, le fait de pouvoir, comme vous posez cette question, ça me permet d'expliquer pourquoi ma réponse. Bien sûr, vous allez continuer à parler de DSN événementiel, malheureusement, puisque c'est dans la façon dont on le perçoit. Mais je vous remercie, franchement, d'entendre ce que je viens de vous dire, parce que c'est vraiment ce système-là. Alors, sur les cas particuliers, par exemple, le titre de titulaire à temps complet, on a tous les éléments de réponse, toutes les fiches consignes sont disponibles sur Net Entreprise. Je vous invite à poser la question telle que vous me la posez, telle que vous nous la posez, allez la poser sur Net Entreprise. Et vous allez voir que vous avez tous les éléments, fiches consignes, dans quelle rubrique, sous quelle forme, ces éléments-là doivent être transmis. Donc par contre, on en reparlera quand on va avoir la série de rencontres de printemps et encore plus à l'automne. Et oui, Monsieur Vittel, la DSN va remplacer la DASU, effectivement, comme on vous le répond, une fois qu'on aura eu suffisamment de DSN. Or, la DASU, c'est une déclaration annuelle, donc elle sera substituée quand il y aura suffisamment d'éléments annuels pour la substituer, c'est-à-dire 12 DSN consécutives. Monsieur Regnault, je vous invite à contacter les différents organismes pour savoir quels sont les contrôles de cohérence. Les contrôles de cohérence dont je vous parle, moi, sont les éléments qui sont transmis dans le système d'information. Pas quand ça, je vous parlais des contrôles de cohérence au moment où on pouvait définir si un fichier était correct ou s'il y avait un risque qu'il soit corrompu. Effectivement, on va voir entre le nombre de salariés, le montant de salaire, entre des éléments qui sont transmis dans une partie de la DSN, les mêmes éléments transmis autrement dans une autre partie, voir si les deux sont les mêmes ou pas. C'est ces éléments-là qui sont... Je vous remercie, Monsieur Duchâteau, d'aller consulter, mais la DSN événementielle n'est pas citée sur Net Entreprise. C'est quelque chose sur lequel nous nous battons depuis longtemps. La formation Net Entreprise, les 10 règles d'or du bon signalement, je ne pense pas que ce soit un élément de Net Entreprise. Par contre, ça peut être un élément transmis par l'assurance maladie, mais ça n'est pas transmis par Net Entreprise. Ne serait-ce que parce que c'est sous ma responsabilité. Oui, oui, mais on peut cliquer sur le lien. C'est un élément de l'assurance maladie.
c'est une reprise d'un élément qui a été fait par l'assurance maladie. Mais de toute façon, je vous remercie parce que du coup, ça veut dire que votre précision va me permettre d'aller sur le site Net Entreprise et de faire la correction et de le retirer immédiatement, quelle que soit l'origine. Mais au niveau de Net Entreprise, effectivement, on ne retrouve pas. Alors, vous voulez que je réponde, Sébastien, directement sur la question sur le CRM? Je peux le faire. Alors, Merci. le compte rendu métier, oui, je vais vous laisser vous reposer un peu. Le compte rendu métier, en fait, est visible par deux supports. Le premier est sur Net Entreprise via le tableau de bord, qui va être une déclaration, si ce n'est pas déjà le cas, à rajouter via votre administrateur sur le site internet. Et vous aurez directement, dans le paramétrage de votre logiciel de paye, une adresse mail à intégrer auquel vous recevrez l'ensemble des comptes rendus métiers ou comment vous allez le paramétrer. Donc, quand bien même la personne responsable n'est pas disponible le jour où vous avez besoin de voir le compte rendu métier, ils sont à dispo avec une historique de 6 mois sur le site Net Entreprise. Donc, c'est très simple, tout en sachant, m'en voulez pas, mais je fais un peu de pub pour ma CEPAM. Nous, on fait des webinaires, on rentre un petit peu plus dans les détails si vous pensez besoin d'avoir un accompagnement complémentaire. Mais la DSN a été pensée pour que vous ayez le plus d'informations et le plus de support possible. Ce qui fait que c'est beaucoup mieux, car auparavant, vous aviez juste le compte-rendu via votre attestation sur l'adresse de connexion. Et là, vous avez différents supports qui vont vous permettre de vérifier les flux envoyés. Alors, ensuite, j'ai deux questions. La première, où je vais répondre, parce que le réseau est quand même ce qu'il y a de plus important, on le sait tous dans la vie. Quelqu'un qui s'appelle Paye Sergi. Donc, je ne peux pas vous répondre à titre personnel puisque j'ai pas vos coordonnées. On est voisins. Donc, s'il y a une question particulière, je vais venir vous aider. Et vous n'allez pas rester avec cette situation. Vous posiez la question d'avoir effectivement reçu des bases IR en double. Vous n'avez pas trouvé sur Net Entreprise, c'est au niveau de la CDC que vous allez trouver le support et que vous allez trouver les éléments qui vont vous permettre de le corriger. C'est effectivement quelque chose qui risque de ne pas avoir été documenté sur Net Entreprise, mais votre question va faire qu'on va le documenter. Et puis, puisque Madame Augel et Madame Merlier trouvent que c'est une bonne question, je vais vous répondre. Vous êtes en poste seul pour les RH avec les arrêts. Vous êtes en congé 3 semaines en été, un arrêt de travail arrive pendant mon congé. En tant que personne, je ne suis pas informé à la collectivité. Oui, que dois-je faire? Mais comment ça se passe aujourd'hui? Comment le problème est résolu aujourd'hui? Le problème, il est résolu, je pense, parce qu'il y a maintien du salaire et que l'intégration de cet arrêt n'est pris en compte que dans la paye suivante ou à partir de votre retour de congé. Eh bien, la DSN étant le reflet de la paye, on se trouve avec des situations qui, effectivement, reflètent la paye. Et avec la possibilité, ce que je vous disais dans le cadre de la DSN, d'affecter des dates et des périodes pour pouvoir affecter des réponses précises dessus. Madame Bruard, enchantée, et on aura l'occasion de se reparler directement alors. Au niveau de la paye à façon, les gens qui sont en paye à façon, effectivement, c'est le prestataire de paye à façon qui va vous donner les éléments et qui va faire la DSN pour vous, qui doit effectivement s'y coller. Je vous propose de passer à la dernière partie. Je vois qu'il y a beaucoup d'autres réponses. C'est passionnant. Je vous remercie de vos éléments de réponse parce que du coup, on va pouvoir effectivement, et d'une, y répondre par écrit, et de deux, documenter les éléments qui ne sont pas apparus. C'est d'autant plus rassurant que pour l'instant, ce ne sont pas des éléments qui étaient dans la présentation qu'on vous a faite. Donc, c'est qu'on est à peu près clair dans la présentation, mais que ça demande, et je vous en remercie, ça demande des éléments complémentaires sur, pardon, excusez-moi, sur la façon d'être. Alors, je vous invite aussi à répondre dans les sondages, ça nous aide parce que du coup, ça nous aide à comprendre un peu qui vous êtes, qui nous avons en face, sur toutes les questions que vous pouvez vous poser. Quand on voit effectivement que près de 74% de ceux qui ont répondu n'entrent en DSN qu'au 1er janvier 2022, c'est que nous sommes effectivement bien dans la cible et que les
26% de ceux qui sont déjà en DSN, j'imagine que c'est pour ça que les questions que vous posez sont des questions bien plus pratiques et des cas pratiques sur la déclaration sociale nominative. Alors, je vous en rajoute un petit dernier avant. Hop. Et on va attaquer la troisième partie qui, là, renseigne plutôt la DSN et moi, c'est-à-dire, effectivement, va vous donner toute une série, vous voyez apparaître les premiers liens hypertextes, va vous donner toute une série de liens qui vont vous permettre d'aller sur la page. Et d'ailleurs, j'en reviens à tout à l'heure, la question sur le fait de parler de DSN événementiel. J'ai suivi le lien, effectivement, vous avez raison, et on arrive dans le MOOC. Et le MOOC, c'est effectivement la représentation de cas de paye particuliers, et la DSN événementielle est citée dans les questions. Et si vous regardez les réponses que porte Net Entreprise et les éléments qu'on donne, on reparle, nous, systématiquement, de signalement d'événements et pas de DSN événementielle. Mais vous avez raison, ça peut porter à confusion. Je vous remercie, on va voir comment on peut le faire évoluer, parce que c'est vraiment important, ne serait-ce que ce que je disais, parce que le fait de parler de DSN événementiel peut faire imaginer à certains qu'ils sont exonérés de faire le signalement d'événements, alors que non, dans le cadre de l'obligation de passer par la DSN, il y a les signalements d'événements. Alors, sur la page de Net Entreprise, il y a une partie qui est dédiée à la fonction publique, et vous allez y accéder par ces liens. Dedans, on a mis effectivement les cas de paye particuliers, on a mis les différentes étapes pour rentrer en DSN, on a mis l'ensemble des données qu'on avait, nous, qui nous permettaient de savoir comment est-ce qu'on pouvait imaginer faire une entrée en DSN, un passage en DSN, le plus simplement possible et le plus tranquillement possible. On vous indique qu'il y a la possibilité de créer un espace personnel et de vous abonner pour recevoir les actualités. Vous savez que je vous l'ai dit d'ailleurs en milieu de présentation, la DSN, c'est un écosystème qui est en constante évolution. Et puis le législateur régulièrement publie des décrets qui portent simplification, qui changent certains éléments qui sont à l'intérieur. Ce qui veut dire qu'une réponse qu'on vous donne aujourd'hui, demain, ou dans 15 jours, ou dans un mois, ou dans 2 mois, peut être différente parce qu'elle a été modifiée par le législateur. Si vous êtes abonné à la fiche relative à cette question, quand il y a une modification, vous recevez un mail qui vous dit « Attention », en l'occurrence M. Kuhn pour moi, « Monsieur Kuhn, vous avez posé une question sur la notion d'effectif. Cette notion a été modifiée par le législateur. Prenez connaissance de la fiche consigne actualisée. » Et donc, par ce biais-là, vous êtes sûr et certain d'être avec la dernière actualité la plus à jour possible. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière le lien dont je vous parlais? On a un guide de démarrage spécifique. Dedans, il y a les grands principes. Je viens de vous les expliquer, vous les connaissez. Il y a les étapes pour un bon démarrage, on va les voir dans quelques minutes. Et puis les éléments d'accompagnement qui sont mis à votre disposition. On a surtout un modèle de formation de niveau sensibilisation qui est d'un niveau encore plus généraliste que ce que l'on vous présente aujourd'hui, mais qui vous donne les éléments du guide de démarrage et puis différents webinaires qui ont déjà eu lieu pour lesquels vous pouvez voir les replays en suivant le lien. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, les fameux MOOC qui sont dédiés à la fonction publique, qui sont des mini-clips ou des outils d'e-learning, qui sont vraiment basés sur des cas concrets de paye. Vous allez voir, c'est je rencontre telle difficulté, j'ai tel type d'agent, je suis devant telle situation. On essaye de les reprendre et d'ailleurs, je vous remercie parce que vos questions alimentent ces MOOC parce que quand on en voit une qui remonte régulièrement et qu'effectivement on s'aperçoit qu'elle n'est pas documentée ou qu'elle a été mal documentée, c'est-à-dire que nous on vous a donné toutes les infos mais c'est incompréhensible, on les refait et on les change. Un petit point précis sur le lexique de la DSN. On a effectivement, pour la fonction publique, on a créé des données, mais on a aussi des données qu'on n'a pas modifiées. Mais par contre, on dit qu'il y a un lien entre les deux. Par exemple, dans la DSN, le salarié, ça désigne l'agent public. L'entreprise ou le tiers déclarant n'a pas été recréé une troisième, une quatrième avec administration ou organisme public, ce sont les mêmes. Le salaire, ça correspond au traitement. Et puis, comme je vous le disais, c'était important tout à l'heure, le contrat, ça désigne la relation employeur-agent. Alors, parce que j'ai vu que vous étiez en forme dans les questions, je suis sûr que vous n'allez pas me rater, il y en a plus d'un qui va me dire « Mais de quoi il nous parle d'un cercle vertueux alors que ce n'est qu'un demi-cercle ?» Oui, vous avez raison, ce n'est qu'un demi-cercle, mais en réalité, il y a une partie de ces éléments-là qui se reproduisent et qu'on vous invite à suivre à chaque dépôt de la DSN. Donc, c'est en ça que c'est un cercle. Donc, le premier élément de base, c'est de déterminer les sirettes qui vont devoir être déclarées. Et généralement, c'est ceux qui sont responsables de la paye. Ensuite, on vous invite à contrôler les sirettes. Et vous allez voir dans la page suivante comment on va le faire, parce qu'on a un outil pour aller le faire. Et puis, du coup, pour vérifier entre les sirettes et les lieux de travail déclarés.
on vous invite à vérifier le numéro d'identification au répertoire des individus de vos individus. Donc le numéro de sécu, il faut qu'il soit certifié. Et juste en dessous, on vous met à informer les salariés. Le RGPD vous oblige à avoir effectivement une communication à destination des agents leur indiquant que les éléments relatifs à la protection sociale et à la paye sont aujourd'hui dématérialisés et transmis dématérialisés aux organismes. Le moment de les informer, et vous avez des modèles de courrier qui sont disponibles, soit auprès de la CDC, IRCantex, NRACL, et puis on va essayer d'en bâtir un, parce qu'il y en a un pour le régime général, il n'y en avait pas pour la fonction publique. Le moment d'informer les salariés, c'est peut-être aussi le moment de vérifier que ce que vous avez d'inscrit dans les fiches de renseignement des salariés sont toujours d'actualité. Qu'effectivement, il n'y a pas des éléments qui ont pu changer la situation familiale du salarié. Le fait de se marier, le fait de divorcer, d'avoir des enfants et d'autres éléments d'autres événements moins heureux et qu'on va éviter de citer aujourd'hui, donc c'est pas la peine. Mais ça vous permet, et d'une, d'avoir effectivement la vérification des NIR, savoir si les NIR de vos agents sont certifiés, et de deux, si les informations que vous avez dans votre base de salaire sont toujours d'actualité. On vous invite à contrôler votre fichier avec le DSN-Val ou DSN-FPOC, qui sont des petits outils qui vous permettent de les vérifier, et puis consulter les comptes rendus métiers financiers, des comptes rendus métiers financiers et les comptes rendus métiers nominatifs qui vont vous permettre d'identifier s'il y a une erreur, une anomalie ou alors un questionnement qui est posé par les organismes. Et à chaque fois que vous le déposez, que vous déposez une DSN, vous avez accès à un bilan d'identification des salariés qui vous permet, s'il est vide, de sauter la vérification des NIR et puis de rééditer votre fichier, de le contrer avec des SNVAL et de le déposer, de consulter le CRM et ainsi de suite, chaque mois, d'avoir ces éléments. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des liens qui allaient vous permettre d'y faire. On a repris sur ce tableau les étapes de ce fameux cercle vertueux, avec effectivement en face, par exemple, pour le contrôle des SIRET, on vous a mis la fiche consigne 366 qui précise en quoi il est nécessaire et comment vérifier que la validité d'un SIRET, et ensuite la page DSN qui vous permet d'avoir l'outil contrôle SIRET qui vous permet de vérifier que le SIRET que vous avez choisi est effectivement connu. Ensuite, on a une petite procédure pour vérifier le numéro de sécurité sociale des agents. Je vous confirme à nouveau que la modification du NIR ou le lien entre l'agent et le NIR n'est pas à votre portée, c'est à la portée de l'agent. C'est lui qui doit voir et auprès de l'assurance maladie pour faire les modifications s'il y avait besoin d'en mettre. Ensuite, vous avez les deux pages avec les outils qui sont disponibles pour tester les fichiers. Et puis en dessous, des accès sur tout ce qui est les comptes rendus métiers financiers nominatifs, le tableau de bord DSN, le bilan d'anomalie, et puis les comptes rendus métiers. Vous avez des liens avec les fiches qui sont relativement bien faites, puisque c'est nous qui les avons faites. Ensuite, le calendrier. On revient sur une notion déjà éditée, mais le calendrier, on vous dit que la DSN porte sur les éléments de salaire versés au cours du mois M, et qui vont donc être transmises le 5 du mois M+1, donc le 5 du mois suivant pour les établissements mutualisés, et puis le 15 du mois M+1 pour les autres. Avant l'échéance, vous avez effectivement les dépôts qui sont autorisés jusqu'à un mois à l'avance, c'est-à-dire que je le disais, le lendemain de l'échéance précédente. Et vous avez la possibilité de déposer plusieurs DSN de suite, sachant que jusqu'à l'échéance, elles s'annulent et elles s'écrasent, elles sont en annule et remplace, c'est-à-dire que le dernier fichier écrase le fichier précédent. Alors, quand vous faites ça, vous ne faites pas une DSN aux environs on va dire le 25, et puis vous apercevez qu'il y avait un élément que vous souhaitez porter, ou alors le retour que vous fait la DGFIP, la trésorerie, impacte la paye et du coup la modifie, vous devez remplacer par une DSN complète. Vous ne devez pas remplacer seulement par des éléments de DSN ou faire que des corrections, parce que du coup, les éléments, comme c'est un écrasement du fichier précédent, le nouveau que vous déposez, s'il n'est pas complet, la DSN ne sera pas complète. Après l'échéance, bien sûr, on ne peut plus faire d'annul et remplace, puisque la DSN est enregistrée, les données sont enregistrées. Par contre, vous pouvez, grâce à une loi dont vous allez vous souvenir, puisque le nom de cette loi, c'est la loi OUPS. La loi OUPS, ça permet de dire que quand on fait, on est tous à la merci d'une erreur et pas du tout malveillante ni voulue. On peut faire des erreurs. Quand on fait une erreur et qu'on l'identifie, on doit la corriger dans l'échéance suivante. Si elle est corrigée dans l'échéance suivante, il n'y a ni pénalité, ni prise en compte
de cette difficulté, on reconnaît qu'effectivement, comme tout humain, on a le droit de se tromper. Nous aussi, pas seulement vous, mais donc ça permet dans les deux sens de faire ces modifications d'un mois sur l'autre, avec des blocs de régularisation. Par contre, et ça répond à la question que posait une personne au début de la présentation, toute déclaration initiale est considérée comme tardive après l'échéance. Donc tout ça, ça veut dire effectivement que vous n'avez pas rempli votre obligation déclarative. Ensuite, vous n'êtes pas tout seul en face de ce dépôt de fichier, comme je vous le disais, en cas d'erreur et selon le type d'anomalie, donc on peut avoir des contrôles. Le bloquant, c'est pas déposé et vous devez faire les rectifications avant de déposer à nouveau avant la date d'échéance. Le contrôle non bloquant, c'est effectivement, vous avez changé par exemple le nom d'un salarié, d'une salariée, dans un cas, le cas positif, dans un cas de mariage, et la personne effectivement prend le nom marital et vous l'avez enregistré sous son nom marital alors que nous, elle était connue jusque-là sous son nom de naissance. Le fait qu'avoir les deux noms différents, alors que le NIR est identique, alors que tous les éléments de paye sont identiques au mois précédent, mais on a une différence sur le nom, on ne va pas rejeter la DSN parce qu'on a un doute. On rejette la DSN parce qu'on ne peut pas l'utiliser. Quand on a un doute, on dit, allez, on la prend, et puis on vous fait remonter le signalement, et on vous dit, attention, on vous fait remonter le compte-rendu métier en vous disant, voilà, nous on a détecté ça, est-ce que vous voulez bien vérifier, s'il vous plaît, que ce n'est pas nous qui avons raison et que ce n'est pas une erreur, mais qu'au contraire c'est bien, et du coup dans les DSN suivantes on en tiendra compte, ou au contraire, on vous invite à faire les modifications parce qu'on a détecté quelque chose qui pouvait poser problème. Je vous dis, vous n'êtes pas tout seul. Quand vous déposez votre DSN, ça ne part pas dans l'air comme ça et ce n'est pas quelque chose qui disparaît instantanément. À chaque fois, vous allez recevoir un accusé d'enregistrement électronique. Ça prouve que les exigences que je vous disais tout à l'heure sont remplies et qu'effectivement le fichier est lisible, mais aussi ça atteste que votre fichier a bien été reçu et qu'il a passé avec succès tous les pré-contrôles et qu'on va pouvoir l'exploiter. Et à partir de ce moment-là, vous êtes relevé de votre obligation déclarative. On dit, vous avez fait ce qu'il fallait. Ça ne veut pas dire que c'est très bien fait, ça veut dire que c'est fait. Au moins, on l'a reçu et on va pouvoir travailler dessus. Si vous n'avez pas d'accusé, vous avez un avis de rejet qui vous dit attention, c'est pas bon, et quand il y a avis de rejet, ça veut dire que avant l'échéance, il faut en redéposer une parce que ça veut dire que vous n'avez pas rempli votre obligation. Et puis, il y a des certificats de conformité, ça c'est à chaque envoi, ils sont produits à chaque envoi. Ils sont effectivement nécessaires pour que quelques organismes qui ont besoin de ce certificat de conformité, comme par exemple Pôle emploi, parce que les éléments qui sont dedans, on certifie que les éléments qui sont dedans sont utiles et dans la bonne qualité et dans le respect absolu de la norme. Ça veut dire qu'ils peuvent intégralement les injecter et les utiliser. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas besoin d'extraire ce fichier-là pour pouvoir le traiter. Alors, il y a des gains dans la DSN. Depuis janvier 2020, effectivement, pour la fonction publique, on supprime la date dessus. On supprime pour les trois fonds, donc CNRACL, le RAF et l'IRCANTEC, pas ATIA, ACL et d'autres, mais au moins ces trois-là, c'est déjà fait. La DUX dans son volet URSSAF, la déclaration unifiée des cotisations sociales. Les éléments du prélèvement à la source qui normalement passaient par Passero, par passage pour revenu autre, que vous ne devez plus utiliser, j'insiste vraiment dessus lourdement, vous ne devez plus utiliser le Passero à partir du moment où vous avez effectivement les éléments qui sont transmis en DSN. Et puis le remplacement éventuel de déclarations vers des organismes complémentaires pour ceux qui en ont besoin et pour les déclarants qui le justifient. Petit point d'attente, la DATU et la DUX disparaissent. Alors, le législateur a dit dès que les obligations d'entrée des fonctions publiques en DSN fixées par décret seront passées, ces obligations d'entrée, c'est le 1er janvier 2022. Et donc, à partir de ce moment-là, on ne mettra plus à disposition la DUX et la DATU pour que vous remplissiez vos obligations. Si vous avez des questions sur cette disparition ou sur ces éléments, vous avez des liens pour effectivement aller sur la DATU, sur les organismes qui gèrent ou reçoivent la DATU, sur la DUX et puis sur Passero, vous avez le lien qui vous est mis en bas de la slide qui vous est mis à disposition. Les derniers conseils, et là vous commencez à tous respirer en vous disant ça y est, il est bientôt fini. Première chose, rapprochez-vous de votre éditeur. C'est lui qui a toutes les infos qui vont vous permettre de savoir
si son logiciel est prêt, si la version dont vous disposez est accessible, et surtout si votre plan de paye permet un passage relativement simple et aisé à la déclaration sociale nominative, et savoir s'il y a besoin de prestations d'accompagnement ou de formation. Alors, maintenant, avec un peu plus de sourire, je peux vous dire, quand on parle de formation ou d'accompagnement, c'est un petit peu le même problème que l'assurance. Il n'y a que quand on ne l'utilise pas qu'on trouve que c'est cher. Mais là, au niveau de la formation et de l'accompagnement, peut-être que ça vaut le coup de le faire parce que se retrouver tout seul en face de ce changement et de ces modifications, ça peut être particulièrement stressant et angoissant. Pour éviter ça, on met à votre disposition dès aujourd'hui un environnement de test. L'environnement de test, c'est que vous préparez les DSN, vous les envoyez. Alors, vous continuez à côté à faire les autres modalités déclaratives, parce que c'est en test, donc on n'enregistre rien. Ça va de votre ordinateur jusque chez, par exemple, l'assurance maladie, Pôle emploi ou l'URSSAF, qui vous fait les comptes rendus métiers, qui vous dit « Ah tiens, j'ai trouvé ça dans votre DSN. Ah tiens, je suis surpris par tel événement. Ah attention, vérifiez telle chose », sans que ce soit enregistré. C'est-à-dire que vous déposez votre DSN, du métier, on vous donne s'il y a des éléments à corriger, et ça vous permet de vous préparer à avoir un fichier DSN parfaitement correct et compatible avec la norme qui va être transmis. Et puis, si vous avez des questions, donc ce que je vous disais, en dernier recours, mais c'est pour ça qu'on l'a fait tout petit, vous voyez que ici, c'est un lien hypertexte. Quand vous cliquez dessus, ça vous ouvre un module de contact avec le GIP, avec NetEntreprise. On vous demande des éléments dedans qui nous sont nécessaires pour étudier n'importe quelle question que vous posez, c'est-à-dire effectivement votre STIRET, le NIR s'il s'agit d'un individu, la période dont vous voulez nous parler, ou le sujet dont vous voulez nous parler, de façon à ce qu'on puisse vous faire une réponse la plus rapide possible. Et puisqu'il est question de questions et de réponses, et que du coup j'ai fait exprès de ne pas les lire pour ne pas me laisser perturber pendant les éléments, je vous invite, j'invite mes collègues à remonter avec moi sur scène pour pouvoir apporter des éléments de réponse. Je vais répondre tout de suite à M. Loret. Oui, l'environnement de dépôt de test se fait sur NetEntreprise, vous y inscrivez sur NetEntreprise. Vous devez de toute façon être présent sur NetEntreprise et avoir coché la déclaration sociale nominative dans les déclarations accessibles sur NetEntreprise pour pouvoir le faire. Et Madame Pégaud, je pense, Lourdes Pégaud, comment allons-nous avoir votre retour de réponse à nos différentes questions? Alors déjà, on en fait en direct, vous avez des collègues, il y a pas mal de gens qui sont derrière dans ce qu'on appelle le back-office, qui sont en train de répondre aux questions par écrit et qui vous portent des réponses sur les autres. Si ce sont des cas particuliers qui nécessitent une réponse particulière, on a vos adresses mail, on va pouvoir vous répondre. Si ce sont des éléments qui sont génériques, les réponses qui sont portées, ce sera disponible dans une FAQ et on aura les réponses sur la FAQ qui seront disponibles. Mais si c'est vraiment des cas particuliers et des éléments pour lesquels on a besoin de vous porter une réponse, on va le faire sans problème. Didier, je me permets de prendre la parole puisqu'on a eu beaucoup de questions concernant des structures qui ont rencontré des difficultés sur les numéros de sécurité sociale pour avoir un numéro d'assurance maladie définitif. Alors, effectivement, sur la présentation, on l'a évoqué. Là, pour le coup, vous ne pourrez plus, à vita aeternam, mettre 999 sur un agent qui a un numéro de sécurité sociale qui n'est pas définitif. Pour replacer le contexte, c'est à votre agent de faire les démarches pour avoir son propre numéro de sécurité sociale qui vienne de l'étranger ou qui rentre dans le secteur dans le monde du travail. Il y a toute une procédure en amont. Après, en tant qu'employeur, vous pouvez les aider, mais vous n'êtes en aucun cas responsable du fait qu'un de vos agents n'a pas de numéro de sécurité sociale définitif. Pour le coup, la DSN... Et pardon... Oui. Oui, je vous en prie, monsieur. Juste peut-être juste pour compléter, sachez que les organismes de sécurité sociale, au niveau donc des NIR encore non certifiés, en ce moment, il y a vraiment une attention particulière qui est portée sur ce sujet-là, et on fait des relances en fait à 3 mois, à 6 mois et à 9 mois. En fait, on peut être même amené en fait à fermer les droits des personnes dont les NIR n'ont été pas certifiés puisqu'ils ne nous ont pas en fait transmis les pièces donc justificatives. Donc autant dans le passé il y a pu avoir de temps en temps des NIR qui ont pu rester en fait provisoires pendant longtemps, autant c'est une situation qui ne devrait pas perdurer en fait dans les prochains mois.
Alors, comme effectivement disait M. Compin, même de notre côté, on va durcir les procédures et on va pérenniser pour que ça soit plus compliqué, vous, en tant qu'employeur. Donc, la meilleure chose et le meilleur conseil qu'on pourrait vous donner, c'est tout simplement sensibiliser vos salariés à ce problème-là. Et un numéro de sécurité sociale définitif, c'est quelque chose de très vague parce que chaque situation est presque unique. Il suffit que la personne elle vienne de l'étranger ou d'un pays de l'Union européenne ou qu'elle sorte de l'école et elle désire directement travailler et donc s'ouvrir à un dossier de sécurité sociale. Donc, concrètement, nous, de toute façon, on va faire un webinaire à ce sujet où on va là-dessus pointer du doigt tous les cas particuliers que potentiellement vous pourrez rencontrer. Vous aurez des invitations par mail, donc vous aurez juste à vous inscrire dans les prochains mois. Mais effectivement, la chose qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est que vous ne pourrez plus laisser dans vos DSN le problème perdurer. Il faudra impérativement d'emblée trouver une solution pour que le numéro de sécurité sociale soit certifié, que l'assuré fasse bien ses propres démarches. Puisque Didier pourra rebondir là-dessus, vous avez un pourcentage qui est de 1. Vous avez 1% de votre effectif qui doit être obligatoirement être en anomalie. Si plus d'1% de votre effectif est en anomalie par rapport au numéro de sécurité sociale, ça peut potentiellement rencontrer des difficultés de dépôt de la DSN, mais je vais peut-être laisser compléter Didier pour ces informations-là. Tu m'as juste piégé parce que je t'attends de répondre à une autre question en direct, donc je n'ai pas entendu ce sur quoi tu voulais que je complète. Sur le pourcentage de NIR dans une DSN qui ne serait pas bon au dépôt du NIR. De mémoire, il ne faut pas qu'une entreprise ou un numéro de tirette dépasse plus de 1%, 1% de NIR. Bon, en fait, on va être plus clair, hein, tous ceux qui continuent à utiliser, alors, parce que je vois passer d'autres questions aussi par rapport à des NIR provisoires ou autres. Dans le cadre de la déclaration sociale nominative, on a la possibilité d'éditer ce qu'on appelle un numéro technique temporaire. Le numéro technique temporaire, le format est déjà prévu dans la norme. On commence par le code sexe, ensuite il y a le SIRAN et ensuite il y a un identifiant propre à chaque individu au moment de son entrée dans l'entreprise. C'est absolument indispensable parce que ce numéro technique temporaire sera celui utilisé pour toutes les DSN en attendant qu'il y ait la certification du NIR. Et dans la dernière DSN d'utilisation de ce NTT, vous utiliserez le numéro technique temporaire et le NIR qui vient d'être attribué et qui a été validé effectivement. Et du coup, on fera le chaînage. Parce qu'aujourd'hui, si on se retrouve avec autant de numéros que de personnes, que de périodes, on sera dans l'absolue incapacité, effectivement, de mettre en place. Ensuite, on attend dans la déclaration sociale nominative 100% de NIR certifié. Mais on accepte, effectivement, 1% de cas particuliers et il n'y a pas de rejet de la DSN dès lors que l'on est inférieur à ce pourcentage. Si l'on est au-dessus de ce pourcentage, un premier mois, on va passer avec un contrôle bloquant. Deuxième mois, contrôle non bloquant. Troisième mois, ça sera un contrôle bloquant. Et on refusera la DSN en vous disant, attendez, il y a des choses qu'on ne peut pas gérer parce qu'effectivement, on n'aura pas ni un NIR certifié, ni un numéro technique temporaire au format qui est demandé. Et ce format-là, il est dans la norme et il est précisé sur Net Entreprise. Vous avez des éléments qui sont portés. Donc oui, effectivement, 100% de NIR certifié, 99% accepté. Au bout de 3 mois, on commence à effectivement refuser des DSN parce que les droits auxquels ces personnes, pour lesquels ces personnes ont des cotisations ne pourront pas être respectés. Et je voulais juste répondre à une question de M. Emmanuel Franck qui demandait combien de collectivités sont passées en DSN, combien il reste à passer. Je vous invite à prendre contact avec le service de presse du GIP. Sur Net Entreprise, vous avez un petit onglet presse. Et si vous n'y arrivez pas, remettez-moi une petite question au-dessus et on vous mettra directement l'adresse perso, l'adresse professionnelle, pardon, l'adresse professionnelle de notre responsable des relations presse, parce que là c'est une information, je vous assure que c'est pas du bullshit, c'est pas sous embargo, je la connais absolument pas. On a juste un nombre de SIRAN qui était attendu dans les échéances précédentes. On est à plus de 70% de présents.
Ce qui veut dire qu'il y a 30% qui étaient attendus qui ne font pas encore la DSN. Mais et d'une, ça enlève les fausses obligations, parce qu'il y en a certains qu'on attendait alors qu'on n'avait pas de raison de les attendre. Le CIR était fermé, l'établissement a pris un autre numéro et changé autrement. Donc il est fort possible dans les 30%, il y en a qui ne soient pas réellement dans l'obligation. Il y a tous ceux qui étaient dans le cadre du Ségur de la santé au niveau des établissements hospitaliers qui ont obtenu une souplesse et qui font rentrer plus tard. Il y a les chambres de métiers qui rentrent plus tard aussi. Donc voilà, je suis absolument incapable de vous donner un chiffre exact parce qu'en réalité, la situation de difficulté dans laquelle on se trouve au niveau de la pandémie, de la Covid-19 pour les établissements hospitaliers par exemple ou pour les centres médico-sociaux fait qu'une certaine souplesse a été mise en place par rapport à cette obligation d'entrée. Elle n'est possible, cette souplesse, que parce qu'on n'est pas au 1er janvier 2022, puisque la loi prévoit qu'au 1er janvier 2022, tout le monde y passe. Tout le monde y rentre, pardon. Tout le monde passe par la DSN. La TIACL, oui, vous faites des déclarations sur PEPS tous les mois. La TIACL ne fait pas partie des déclarations qui sont générées par la DSN. Et pourquoi? Parce que certains éléments de la déclaration à TIACL ne sont pas des éléments de paye et donc ne sont pas issus du logiciel de paye et ne sont pas automatiquement intégrés. Il y a des travaux qui sont menés avec tous ceux qui restent encore, tous ceux, ils ne sont pas si nombreux que ça, pour les quelques organismes qui ont besoin d'autres éléments que les éléments de paye pour substituer leur déclaration. Mais, et d'une, c'est long dans le temps de les intégrer dans la norme, et de deux, il faut peut-être faire certains décrets portant simplification, portés par le législateur pour permettre de faire que c'est pas très français, pour permettre ces déclarations d'être substituées par la DSN. Madame Richet, faudra-t-il toujours faire une demande topaz pour une nouvelle embauche? Vous pouvez faire autant de demandes topaz que vous voulez, c'est possible, bien évidemment. Moi, maintenant, je vous invite, dès que vous allez être dans la DSN, à utiliser le signalement d'amorçage de données variables, qui est un signalement qui permet d'identifier un individu au moment où il rentre dans l'établissement, donc avant même qu'il soit dans la DSN, puisqu'on est dans la DSN quand la première paye est faite. On les identifie dedans. Ce signalement permet d'obtenir en compte rendu métier, en retour, donc, par l'administration fiscale, le taux de passe qui va être à appliquer pour ce salarié, pour cet agent dans l'élément. Donc, effectivement, le Topaz va continuer à rester actif encore quelques mois. Vous pouvez continuer à faire des interrogations Topaz pour obtenir le taux de passe. Pour vous rassurer, pour ceux qui, effectivement, ont parlé, j'ai vu passer quelques questions et quelques réflexions sur le délai de réponse des comptes rendus métiers passeraux. Le taux de passe qui vous est communiqué en compte rendu métier de février va être utilisable sur le mois de mars, d'avril et de mai. Ils sont valables 2 mois. Donc, pour le mois qui suit, plus 2 mois. Donc, on n'a pas de cas aujourd'hui de délai supérieur à 3 mois pour la transmission du pass et donc pour être assuré que les éléments sont bien transmis, correctement transmis. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont portées? Madame Charmetan qui demande, peut-on avoir la liste des questions prises en compte? Je vous invite à vous rapprocher de Net Entreprise parce que la liste que je vais vous donner aujourd'hui, vous allez bien évidemment la conserver en disant mais Net Entreprise m'a dit ça, sauf que si demain elle change, parce qu'une nouvelle caisse vient d'intégrer, comme ça se passe très régulièrement, ce que je vous aurais dit aujourd'hui n'est plus vrai. Donc je vous invite à aller sur Net Entreprise et à récupérer cette liste qui sera à jour, à vous abonner à l'information de façon à ce que vous soyez informé dès lors qu'elle change. Alors, la DPAE. Oui, excellente question. Merci, Madame Leblanc. Excellente question. La DPAE, c'est du droit du travail. Ça n'est pas du droit social. Le droit du travail vous impose de faire une déclaration préalable à l'embauche. La DSN ne fonctionne qu'après le premier mois de paye. Le signalement d'amorçage de données variables ne remplace pas la DPAE puisqu'il envoie immédiatement. La DPAE est à faire avant l'embauche. Le signalement d'amorçage, vous pouvez éventuellement le faire avant, mais il est recommandé de le faire le jour de l'embauche, pas avant. Et l'obligation qui vous est faite de déclarer les salariés, puisque c'est ça la DPAE, perdure
c'est du droit du travail. Et d'ailleurs, c'est une des questions, c'est une des zones sur lesquelles des questions se posent sur la DSN, puisque sur la DSN se croisent le droit social, le code de la sécurité sociale et le droit du travail. Et que dans certains cas, les attentes, les obligations des uns et des autres ne sont pas complètement compatibles. Et même si des travaux sont menés aujourd'hui pour simplifier la DPAE et pour l'automatiser, pareil que les autres déclarations, ça n'est pas le cas aujourd'hui. Vous avez vu le temps qui a été mis, peut-être que vous avez pu suivre les péripéties du signalement fin de contrat de travail unique, parce que certains estimaient que ça allait être un élément qui allait permettre de simplifier pour les employeurs la possibilité de faire appel à des contrats courts. Le signalement fin de contrat de travail unique est apparu en même temps que ce qu'on a appelé le bonus-malus, et un indicateur qui permet effectivement d'identifier pour un même secteur des entreprises qui auraient beaucoup plus recours que les autres dans la même zone d'activité pour le même salaire, pour le même chiffre d'affaires, à beaucoup de contrats courts, et à ce moment-là avoir une surcotisation qui va s'appliquer. Donc les travaux sont menés, les discussions sont menées avec toutes les parties prenantes, aussi bien les destinataires des données que les syndicats d'employeurs, que les syndicats de salariés, qui sont parties prenantes. Les syndicats de salariés sont membres du GIP-MDS et participent aux travaux. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de vous préciser que les décisions qui sont prises à l'intérieur du GIP-MDS sont des décisions prises à l'unanimité, c'est-à-dire que l'ensemble des organismes qui le composent acceptent cette modification, cette évolution, ces nouveaux travaux, voire même les rejoignent. Alors, Fatima, c'est la question de Valérie. Alors, c'est bien parce que quand vous mettez la question de Valérie est intéressante, pouvez-vous nous donner la réponse? Je vais remonter. Je pense que la question de Valérie, c'est celle pour la DPAE, je viens d'y répondre. Je pense. Si c'était celle-là, je viens d'y répondre. Oui, effectivement, la DPAE continue. Et non, Topaz et Passereau, vous ne les ferez plus en début de mois, puisque vous allez avoir en retour des éléments, des comptes rendus métiers qui vont vous donner ces éléments-là, qui vont vous donner effectivement le taux de passe. Et surtout, vous ne faites pas de passereau en même temps que vous faites une DSN, sinon vous allez avoir une double imposition pour le salarié. Alors, Didier, je me permets de mettre en direct la question de Madame Milo qui l'a posée 3 fois, la pauvre. Ah, pardon. Donc, je vais te laisser répondre. Alors, l'intégration du CRM dans le logiciel de paie est-il obligatoire? La réponse est oui. Avant de la saisie suivante, vous avez la réponse dans votre question. Oui, c'est obligatoire avant la saisie de la paye suivante, sauf si la paye suivante a été saisie et validée avant même que le compte rendu métier soit remonté. Dans les comptes rendus métiers, vous avez plusieurs éléments qui remontent. Vous pouvez avoir effectivement le taux de passe qui remonte. Comme le taux de passe que vous utilisez est valable 2 mois, celui que vous avez, c'est celui du mois précédent, donc il est encore valable le mois suivant. Donc vous n'avez pas besoin d'attendre le compte rendu métier pour préparer la paye, sauf modification, le taux de passe est le même. On a eu à discuter avec des représentants des DGFiP dans d'autres webinaires qui nous disaient qu'ils étaient à moins de 5% de modification du taux de passe en cours d'année. Donc on est vraiment sur l'épaisseur du trait de ligne. Et donc, normalement, il n'y a pas de souci particulier. Par contre, quand vous avez des comptes rendus métiers qui identifient une anomalie sur un taux, si vous refaites une paye sans avoir le compte rendu métier qui soit revenu, vous allez faire la paye avec à nouveau la même erreur de taux. Et quand vous allez faire le bloc correctif dans la 3e DSN, vous allez devoir corriger les 2 DSN précédentes. Donc voilà, l'intégration, elle est normalement prévue, elle est automatisée, elle est normalement censée être faite. Les retours sont faits le plus tardif que l'on ait en tête, que j'ai en tête. C'est le retour sur le pass qui normalement a lieu 3 jours après, donc le 18 du mois précédent. Donc normalement, vous êtes censé avoir 3 et 5, 23. Vous êtes censé avoir au 23 de chaque mois l'ensemble des comptes rendus métiers qui sont remontés. Pour ceux qui sont publiés. Pour ce qui est effectivement de passereau, on a eu, et la DGFiP l'avait reconnu pendant 2 mois, des difficultés de retour et des retours tardifs. Mais du coup, les éléments sont transmis. Devons-nous refaire une DPAE alors que le contrat de l'agent est renouvelé? Non. Non, parce que la DPAE
ça signale l'entrée. Si vous n'avez pas fait de signal de sortie, vous n'avez pas besoin de refaire un signal d'entrée. Et c'est valable pour beaucoup de cas de ces déclarations. Par contre, si effectivement le contrat, c'est le même contrat, s'il n'y a pas de période d'interruption de revenus, voilà, s'il n'y a pas de période d'interruption de revenus, non. Il n'y a pas d'attestation employeur à faire puisque le contrat perdure. Par contre, dans la DSN mensuelle, c'est signalé. Et je vous rappelle que dans le cadre on a vu avec les intermittents du spectacle, on l'a vu avec d'autres personnes, le renouvellement abusif de contrat peut permettre de requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée. Donc effectivement, ça rentre en ligne de compte, mais l'obligation de refaire une déclaration d'entrée n'est pas bonne, puisque la personne est déjà connue, la personne est enregistrée dans les livres de l'entreprise, et c'est simplement, et c'est une bonne nouvelle, le contrat est prolongé. Donc non, pas de déclaration préalable à l'embauche en cas de réembauche. C'est effectivement une prolongation, sauf s'il y a une semaine, 15 jours ou 3 semaines d'écart entre les deux. Et là, effectivement, il y a interruption des revenus, il y a passage soit sur Pôle emploi, soit sur un autre système de revenus de remplacement. Et à ce moment-là, effectivement, il faut refaire ces éléments-là. Maintenant, je suis en angoisse parce que je vois 45 questions dessus. Eh bien, bonne question pour la DPAE, pour les contractuels de droit public. Je ne sais pas. Je ne sais pas, on va chercher. Et comme on n'a pas d'interlocuteur de la CDC ou de Pôle emploi qui pourrait nous répondre pendant ce webinaire, on sèche sur la question. Alors, Madame Masson, Isabelle Masson ou Mazon, je ne sais pas, excusez-moi si je me trompe, Madame Mazon. Le 26, toujours pas de CRM. Sur Net Entreprise, vous avez dans le tableau de bord Net Entreprise l'ensemble des comptes rendus métiers qui remontent, qui sont accessibles. Et éventuellement, l'absence de compte rendu métier ne veut pas dire qu'ils sont en retard, ça peut vouloir dire qu'il n'y a pas de modification apportée. Mais en même temps, ce n'est pas une réponse objective et complète, puisque la totalité des organismes ne réagissent pas de la même façon. Certains vous renvoient des CRM vides, d'autres ne vous en renvoient pas quand ils n'ont rien à vous dire. Madame Ladoux, vous me donnez l'occasion de me remettre en colère. Merci pour la DSN événementielle pour la fonction publique territoriale. Quand doit-on la faire? La DSN événementielle n'existe pas. Ce sont des signalements d'événements. Pour la fonction publique territoriale, ce n'est pas une question de fonction publique, c'est une question de statut. La question à se poser, alors déjà, la DGAFP annonce les signalements d'événements ne sont pas attendus avant janvier 2023. Ça veut dire qu'ils sont attendus en janvier 2023. Ça veut dire aussi que selon le statut, les contractuels de droit public qui dépendent de la sécurité sociale, de la CEPAM, vous devez faire les signalements d'événements et maladies. Pour ceux qui ont des droits à chômage, pour lesquels le droit à chômage est pris en compte par Pôle emploi, vous devez faire les signalements d'événements. Mais effectivement, ça n'est pas seulement pour la fonction publique territoriale, c'est pour les fonctions publiques. La DGFP a annoncé que les signalements d'événements étaient attendus pour janvier 2023. Ceux qui ont des organismes qui les utilisent, comme la CEPAM, comme Pôle emploi, vous devez passer par les signalements d'événements pour signaler le cas particulier de ces agents, de ces salariés. La DGFIP demande des payes au 15 du mois, Madame Aubert-Jacquin, oui, effectivement, et effectivement, devant le problème, Bercy a envoyé des instructions aux trésoreries, et normalement, les trésoreries ont un délai qui n'est pas au 15, mais qui est au 20. À un moment ou un autre, il va y avoir effectivement un raccord entre ces deux parties de la DGFIP, le PAS qui exige d'avoir les éléments exactement au moment où ça se produit, où l'argent change de poche, et la trésorerie qui aimerait bien avoir suffisamment de temps pour pouvoir faire le boulot en amont. Dans la mesure où c'est effectivement mensualisé, on va avoir un rythme qui doit se rapprocher beaucoup plus de la réalité que ça. Il est complètement incohérent de demander des données de paye le 5 du mois en cours, sachant qu'entre le 5 et le 30, beaucoup de choses peuvent se produire, beaucoup d'évolutions peuvent être portées, et qu'il n'y a pas que des agents de la fonction publique, il n'y a pas que des fonctionnaires qui sont dans les payes
des employeurs de la fonction publique, et que dans ces cas-là, effectivement, il va falloir qu'on soit au plus près. Bercy a pris conscience de la question, du sujet. Pour certains, d'ailleurs, vous avez de la chance, vous voulez demander le 15, dans certains départements, il est demandé le 5. Mais normalement, il y a une demande de transférer cette demande de transmission d'éléments de la paye au 20 du mois, idéalement au 25. Mais pour l'instant, c'est vraiment à la main, à la charge de la trésorerie d'appliquer. S'il y a suffisamment d'employeurs publics qui remontent les difficultés rencontrées pour un certain territoire parce que cette instruction de Bercy n'a pas été respectée, je pense qu'il y aura une instruction complémentaire qui sera faite. Écoutez, on arrive à 11h53. On a dit qu'on arrêtait à midi. Madame Isabelle Lachal, vous pouvez faire les DSN de test à partir de maintenant. La plateforme de test est ouverte. Dès que votre éditeur de logiciel vous a fourni une version compatible et que vous avez commencé le paramétrage, vous pouvez dès maintenant déposer les DSN de test qui, je vous le rappelle, vont jusqu'aux organismes qui sont destinataires des données, qui du coup vous font les comptes rendus métiers, qui vous remontent les anomalies pour que vous puissiez corriger et arriver au 5 février, date de la présentation et l'envoi de cette DSN en réel avec un fichier propre et vous à être, comme le disent nos collègues et nos amis de l'assurance maladie, pour que vous soyez le plus possible zen en DSN. Et Madame Pégaud, vous pouvez insister, je vous invite à aller voir sur le site Net Entreprise. Vous avez toutes les informations que vous demandez sur les organismes pour lesquels vous devez continuer à faire des déclarations. Si vous avez le moindre doute, c'est à vous d'aller effectivement interroger ces organismes pour savoir s'ils vont recevoir les données par la DSN et non pas si c'est la DSN qui va leur envoyer. Nous ne sommes pas en charge de définir les organismes qui utilisent les données. Donc, on a la liste de ceux qui sont avec lesquels nous avons signé une charte, avec lesquels nous avons effectivement une convention de projet, mais il y en a d'autres qui effectivement peuvent les utiliser sans qu'on ait signé de convention, effectivement ne plus avoir besoin de la relation bilatérale que vous avez avec eux, mais c'est auprès d'eux que vous pouvez le savoir, on n'a pas l'exhaustivité de cette information. Et Madame Aubert-Jacquin, oui, alors je vais vous donner une adresse qui va vous intéresser, qui s'appelle IDF, comme Île-de-France, sans point, sans rien, @gip-mds.fr, GIP, groupement d'intérêt public, MDS, modernisation des déclarations sociales.fr, pour effectivement le poser de façon, et ça va être intéressant, oui, effectivement, si vous avez des cas de paye pratiques et que vous souhaitez qu'on aborde ça, la prochaine présentation, ce sera avec beaucoup de plaisir. Je vous dis, et avant de laisser la parole à M. Compin pour clore cette présentation, il n'est vraiment pas question de vous laisser en angoisse tout seul devant cette échéance qui approche, où on essaie de faire au mieux, même si on ne peut pas aider tout le monde, il y a certains cas qui auront besoin effectivement d'être accompagnés et il va falloir qu'on trouve des solutions pour vous accompagner au mieux. Sachez qu'on ne pourra pas le faire pour tout le monde et sachez surtout que la complexité de la paye que vous faites aujourd'hui et les compétences que vous avez besoin de déployer pour les remplir sont largement suffisantes pour passer à la DSN de façon sereine. Il faut simplement l'aborder, j'allais dire, par le bon côté et par le bon sens, et ça, on peut s'engager et essayer de vous aider à le faire de façon la plus facile possible. Et Monsieur Compin, je vous invite, Monsieur le directeur, à clore cette session si vous le souhaitez. Vous aurez donc le replay pour tous et vous aurez les réponses aux questions qui seront publiées, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup Didier pour votre présentation. Donc, je pense que vous avez bien rappelé les problématiques et les enjeux. Comme vous l'avez dit, donc là le webinaire sera accessible sur sur les pages Net Entreprise, comités régionaux, ainsi que les réponses générales aux questions avec la fac. Je pense qu'on ajoutera aussi l'adresse que vous avez mentionnée, la Île-de-France, pour que les organismes qui le souhaitent puissent poser des questions en amont du prochain webinaire
qui se tiendra donc la deuxième quinzaine de mai. On devrait assez rapidement pouvoir fixer la date et puis faire partir donc, des invitations. Donc tous les organismes qui ont reçu des invitations pour ce webinaire donc, recevront donc, les invitations donc, pour le second qui est prévu fin mai et qui sera donc plus porté donc, sur des cas pratiques pour commencer à rentrer un peu plus dans le détail. Donc voilà, donc je vous remercie encore à tous d'avoir participé à ce webinaire et puis on reste à votre disposition. Et voilà, donc bonne fin de journée à tous et puis à bientôt, puis au plaisir de vous retrouver donc au mois de mai. Au revoir. Au revoir.